Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30. C'est parti pour votre grand forum en ce vendredi 15 mai. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan de cette crise Covid-19. Bilan au Maghreb d'abord, puis à l'international, au Moyen-Orient où tous les signaux sont au rouge pour une éventuelle, c'est la question qu'on se posera, un éventuel conflit, de quel genre, quelles en sont les conséquences et faut-il craindre un embrasement? Voilà les questions auxquelles on va tenter de répondre avec Farid Temsamani et Sofiane Lakhdari. À 18h, le quart d'heure juridique, mesdames, messieurs, si vous avez une question d'ordre juridique à poser, c'est à 18h que nous vous donnons rendez-vous avec Maître Besma Maghrebi qui répondra à vos questions tout à l'heure à 18h. À 17h30, point sur notre week-end de la générosité lancé tout à l'heure en partenariat avec le Secours islamique qui vous propose cette fois-ci un week-end de parrainage. L'objectif est de parrainer un maximum d'orphelins. L'objectif est de 550 tout au long de ce week-end. On peut le faire. Un orphelin du côté du Sénégal, 43 € par mois. Pour la Palestine, 52 €. Vous pouvez le faire en appelant le 01 74 14 14 ou sur l'internet, sur leur site internet www.secours-islamique.org. Alors, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver. Et je suis ravi de retrouver Sofiane Lakhdari. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Comment ça va, mon Sofiane? Salam Christophe, salam à tout le monde. Bon, alors notre Farid Temsamani, il n'est encore pas arrivé. Ah, il nous habitue à arriver juste à l'heure. C'est normal. Alors, Philippe Boyaki, comment ça va, mon Philippe? Attends, j'arrive tout de suite. Salut mon Christophe, salut les auditeurs, salut les auditrices, salut les Facebookiens et Facebookiennes. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé J5, déconfinement J5. Ouais, on n'y croyait plus. Ça y est? Ouais, ça y est. Ah, c'est bon. Et apparemment, les chiffres quand même de mortalité, Sofiane, montent quand même. Hein, ça descend, ça monte. C'est assez particulier. Mais pour le moment, on peut pas vraiment juger le déconfinement juste après une semaine, 10 jours. Voilà, c'est pas en rapport. Minimum 15 jours. Il y a beaucoup de personnes hospitalisées, beaucoup de gens qui sont en réanimation et sûrement c'est des gens qui meurent. Après, maintenant, il faut toujours relativiser. Hein. J'étais en train de voir certains chiffres sur le nombre de morts par le malaria. On est dans le monde à peu près à 350 000. Au niveau du cancer, on est à peu près à 2 millions de gens qui sont morts. Alors, il faut relativiser un tout petit peu. Après, je crois que le Covid est au 7e rang des maladies les plus mortelles. Hein. Tout à fait, mais c'est surtout la catastrophe économique que ça va engendrer, ce genre de… voilà, ce virus, il va engendrer énormément de dégâts sur le plan économique et sur le plan social. Peut-être on essaiera de numérer le nombre de choses au niveau mondial, pas seulement au niveau européen. Absolument. Alors, on va commencer par notre partie maghrébine. Et il y a de quoi faire et de quoi dire déjà pour relater un petit peu ce qui s'est passé au cours de ce Covid-19. On peut dire quand même qu'il y a un point commun avec notamment les trois pays, même s'il y en a 5, mais 3 pays, Tunisie, Algérie, Maroc, Sofiane, c'est qu'on peut dire et Farid Temsamani qui nous rejoint. Salut mon Farid, comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ah bah écoute, ça fait plaisir. J'ai un duo de choc aujourd'hui, les amis. Farid Temsamani et Sofiane Lakhdari. Donc je disais, avant que Farid arrive, qu'il y avait un point commun pour cette première partie, en tout cas consacrée au Maghreb, concernant le Covid-19, c'est ils ont réagi, les pays, Algérie, Maroc, Tunisie, à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu, ils ont confiné immédiatement et ils n'ont pas voulu prendre le risque que la pandémie s'accentue davantage. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus d'abord, Sofiane et Farid? Est-ce que les 3 pays quand même ont su réagir comme il se devait et rapidement? Farid? Oui, je te confirme, hein, ce que tu dis, c'est complètement vrai. Ils ont très vite fermé les frontières, même d'ailleurs un peu trop vite pour certains. Donc c'est quand même un peu surpris pas mal de gens qui étaient à l'extérieur. Mais effectivement, ils ont réagi beaucoup plus rapidement que d'autres pays, tels que la France, tout simplement. Ouais, Sofiane, on peut dire que voilà, les 3 pays. Oui. On peut dire que le confinement a été fait au début, c'est-à-dire au nombre de cas. Ici, on a attendu vraiment jusqu'à ce qu'il y ait un nombre assez important de personnes touchées par le virus et même il se propageait. Au début, c'était à Mulhouse. Après, c'était dans la région de l'Oise jusqu'à arriver au niveau de l'Île-de-France. Et on a décidé de confiner. C'est surtout les élections législatives qui ont causé, ou les élections municipales, qui ont causé énormément de tort. Et ils ont été maintenus. Je pense que la décision du confinement en France était en rapport avec ces élections. Sinon, autrement, ils auraient été décidés bien avant.
Après, pour le Maghreb, non seulement le confinement, mais surtout la mise en route d'un traitement pour le moins polémique, c'est-à-dire la chloroquine, l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine. Et ça a été pris dès le départ parce qu'on dit on est en guerre, il faut prendre les moyens qu'on a entre les mains. Il y avait l'azithromycine avec la hydroxychloroquine. Déjà, c'est le coût, il est pas cher, à peu près 15-20 euros pour un traitement pour une personne. Et il y avait des stocks parce que c'était produit localement. Pour le Maroc, ils ont immédiatement réquisitionné l'ensemble de la production de Sanofi, à peu près 300 000, je sais pas combien. Et en Algérie, la même chose. Et même, ils ont lancé la production au niveau local. Et ça a joué énormément. Est-ce que la chloroquine, maintenant, on est toujours dans cette polémique, mais pour le moment, les Algériens ne sont pas rentrés, ou bien le Maghreb ne sont pas rentrés dans cette polémique. Est-ce qu'il agit ou il agit pas? On a pris ce qu'on avait entre les mains et ça porte ses fruits. En Algérie, on a à peu près 500 morts. Au Maroc, 250 ou 300. Ah là, on est dans les limites, dans les chiffres qu'on reçoit au quotidien ici en France. C'est la Tunisie qui possède le moins de morts, mais en même temps, la population est beaucoup moins importante que dans les deux autres pays. Et surtout, la Tunisie, ce qui est positif, c'est qu'on est au 5e jour consécutif avec 0 cas. 0 cas, absolument. Voilà, ça c'est déjà bien, surtout pour la période estivale qui s'ouvre. Est-ce que aujourd'hui d'autres pays vont ouvrir leur espace aérien et permettre aux gens d'aller consommer en Tunisie? Là, le débat aujourd'hui, il est purement économique, il n'est pas du tout sur le nombre de cas ou pas. Aujourd'hui en France, on parle de fermeture. Par exemple, en Espagne et tout, il y a un confinement, même pour les gens qui vont y accéder. En Italie, peut-être la même chose. C'est-à-dire tout pays cherche à ce que sa population consomme dans son pays. Oui, alors, on est d'accord tous là-dessus, effectivement, sur le Covid, que les pays ont su bien réagir, et tant mieux d'ailleurs. Mais par contre, il y a quand même quelques petites encartés qui n'ont pas été toujours très beaux. À part justement par rapport à ce qui s'est passé, je crois, il y a 2 jours, hein, le consul du Maroc à Oran, en Algérie, justement, le Maroc fait face à un certain nombre de personnes qui sont coincées à l'étranger, qui n'ont pas pu être rapatriées, des ressortissants, ce qu'on appelle 22 000 quand même, hein, et donc quelques-uns en Algérie. Et à Oran, le consul est sorti à la rencontre de ces manifestants en leur disant « Nous sommes dans un pays ennemi ». Farid, ça choque. C'est extrêmement choquant. C'est plus que choquant, c'est complètement inacceptable de la part d'un agent diplomatique marocain en Algérie. Moi, je pense que c'est un dérapage de sa part qui inexcusable, hein, ça c'est une évidence. Voilà, c'est choquant parce que en plus c'est à Oran. En fait, il faut bien comprendre, c'est qu'une bonne partie, je ne sais pas si Sofiane me contredira ou pas, mais une partie de la population oranaise est liée physiquement, j'entends, avec l'Ouest, avec l'Est marocain. Donc, entendre ça à Oran, moi, d'ailleurs, entendre ça tout court, c'est choquant. Encore plus à Oran, symboliquement, moi, je trouve ça assez dégueulasse. Ouais, Sofiane. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a eu des réactions des autorités algériennes? Non, avant de parler des réactions des autorités algériennes, il faut juste rappeler le contexte. C'est que ces Marocains, les Marocains qui vivent en Algérie, il y en a un nombre assez important. Et je confirme avec Farid, il y a même un lien de sang. Moi, dans ma famille, il y a des Marocains. Ils sont mariés avec des Marocaines ou bien des Marocaines qui vivent en Algérie. Il n'y a aucun problème dans ce sens-là. Il suffit de revoir le nombre de travailleurs marocains qui exercent en Algérie. Et je pense que c'est là où le problème existe aujourd'hui. C'est qu'on parle à peu près d'un chiffre de 700 000 Marocains qui travaillent en Algérie. Et on parle, ces Marocains qui ont manifesté devant le consulat à Oran, ils voulaient être rapatriés. Pourquoi? Parce que au bout de 3 mois, ils sont dans l'obligation de quitter le territoire algérien et d'être au moins de 3 mois et de revenir. Et par conséquent, ils se sont retrouvés dans cette situation. C'est pas parce qu'ils se sont retrouvés dans des conditions difficiles en Algérie. Au contraire, il y a des associations qui partaient. Surtout, on est en période de Ramadan. Les gens ne comptent même pas. Et des Marocains, ils ne passent même pas. Ils peuvent même passer ces journées même dans les maisons où ils travaillent. Il n'y a aucun problème dans ce sens. Mais ils ont manifesté pour trouver une solution à cette situation qui était ahurissante et qui est vraiment invraisemblable. Et le consul, au lieu d'apporter une réponse, il renvoie la balle dans le camp algérien, disant vous êtes dans un pays ennemi. Diplomatiquement, en dehors même s'il le pense, diplomatiquement, c'est inconcevable. Et mais même Sofiane, après, c'est... Pardon de te couper, et là c'est à Farid que je m'adresse. Il parlait tout à l'heure d'un comportement isolé, d'une sortie isolée.
quand même, la diplomatie marocaine attaque régulièrement l'Algérie. C'est pas nouveau, Farid. La presse marocaine est très virulente envers l'Algérie. Oui, alors premièrement, j'ai jamais utilisé le terme de isolé. Non, mais tu as dit que c'était probablement que ça relevait d'une initiative personnelle et que voilà. À ma connaissance, en tout cas, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères marocain qui a exprimé ce terme d'ennemi. Mais pour répondre à ta question, et notamment sur le fait que traditionnellement, la diplomatie marocaine ou la presse marocaine, je mets la presse entre guillemets parce que la presse au Maroc est très liée au pouvoir, faut le dire très clairement. Il y a une presse indépendante, mais il faut la trouver. Il y en a au Maroc, il n'y en a pas. Enfin, il y en a très peu. On va pas se mentir, c'est pas l'objet du débat, mais il y a des journalistes indépendants. Il n'y a pas forcément de presse indépendante. C'est ça la distinction qu'il faut bien mesurer. Sur le conflit, très clairement, c'est qu'effectivement, tu as complètement raison. Mais Christophe, alors du coup, à la décharge des Marocains, c'est dans les deux sens. La réalité, c'est ça. Si je devais, même si enfin, vous me connaissez, je ne suis pas forcément le grand défenseur du chef d'État marocain qui est le roi du Maroc, à chacun de Il est confiné où d'ailleurs? Il est confiné où, le roi du Maroc? Je ne pourrais pas te le dire officiellement. Il sera au Gabon, cher Farid. Mais tu sais que enfin bref, je ne peux pas le dire à la radio. Mais, il n'est pas chez lui, quoi. Mais tu sais que le Gabon est quasiment... enfin bref. Ouais, le Gabon est quasiment marocain, c'est ça? Exactement. Si tu peux pas le dire, moi je peux le dire, il n'y a pas de problème. Mais non, tout ça pour te dire quoi? C'est que à sa décharge, malgré tout, on peut beaucoup critiquer. Moi, je suis très critique. Ça, j'ai aucune difficulté là-dessus. À sa décharge, le sous-jacent de toutes ces histoires-là, c'est le Sahara marocain, premièrement. Oui. Deuxièmement, Christophe, on ne peut pas nier une chose, c'est que le roi du Maroc, régulièrement, à chacun de ses discours, il fait des appels du pied à l'Algérie. Donc, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais ça ne justifie en rien, naturellement, les propos infamants du consul à Oran, mais il y a une volonté. Et d'ailleurs, ça nous amène à parler d'une chose, c'est cette fameuse frontière. Cette fameuse frontière qui est aujourd'hui fermée, qui aujourd'hui ne mérite plus d'être fermée véritablement. Sofiane parlait des liens du sang. Vous savez, il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui ne se voient plus à cause de ça. Et donc, à un moment donné, il faut peut-être saisir de l'occasion pour dépasser les rancœurs et les difficultés des uns et des autres, sur le Sahara notamment, pour que justement, il y ait une véritable fraternité. Moi, c'est mon souhait le plus profond. Après, je sais bien qu'il y a des intérêts politiques, idéologiques. Je ne sais pas, puisque d'ailleurs, Sofiane est là, puisque le nouveau président algérien, est-ce qu'il prendra ce chemin-là? Parce qu'on savait, par exemple, que l'ancien président Bouteflika, on pouvait dire ce que l'on voulait de Bouteflika, malgré tout, les liens demeuraient avec le Maroc, même si ce n'était pas officiel. Il était un peu marocain en même temps. Il est né au Maroc, une bonne partie de l'intelligentsia algérienne, d'ailleurs, politique. Ça aide quand même, Farid. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'il était né au Maroc qu'il avait fait des cadeaux aux Marocains. C'est ça que je veux te dire, au pouvoir marocain. Par contre, il y a toujours eu un lien, il y a toujours eu une continuité malgré tout avec le Maroc et dans les deux sens. Est-ce que d'ailleurs avec le nouveau président, parce que moi je fais une distinction, la campagne électorale que le président Tebboune a menée, ça je ne remets pas les choses là-dessus, parce que la campagne c'est la campagne, il faut attirer de l'électorat, etc. Et après quand on est en exercice, très souvent en fait on s'adapte, on essaie d'être un peu plus diplomate. On se souvient de Macron qui a fait une sortie en Algérie et puis il a complètement reculé lorsqu'il est revenu en France par rapport à la guerre d'Algérie par exemple. Lui il avait reculé avant même d'être élu. Voilà. Sofiane, réaction par rapport à ce que vient de dire Farid. Ouais, je vais répondre, mais juste qu'on essaye, qu'on s'éparpille pas et on parle pas du Sahara occidental ou Sahara marocain, etc. On parle de cet incident-là, parce que beaucoup de gens essaient de justifier ce discours disant que oui, on est ennemi parce qu'il finance le Sahara occidental. Pas Farid personnellement, mais les gens sur les réseaux sociaux essaient de justifier ces propos au lieu de les condamner et par conséquent de trouver une solution, de le chasser d'Algérie immédiatement. Ça, c'est inévitable aujourd'hui, même si les autorités marocaines ne le feront pas. Les Algériens ou les autorités algériennes vont le pousser à sortir et à partir d'Algérie parce que c'est une personne non grata. Maintenant, reste la modalité de ce départ à négocier avec le Maroc. Moi, j'ai vu l'intervention de ce consul avec la presse marocaine. Il a parlé d'une fabrication de l'audio. C'est-à-dire les images étaient réelles, mais l'audio a été déformé par les services secrets algériens. C'est-à-dire il nie même l'évidence
que les propos ont été tenus de sa part. Ça, c'est déjà catastrophique. On est à 24 à 48 heures, on n'a pas vu de réaction des autorités marocaines. Moi, honnêtement, c'était pas un acte isolé, à mon sens. Hein. Je pense que c'est pas un acte isolé, c'est pas de l'amateurisme de ce consul de sortir face à 10, 20 personnes et voir 3 ou 4 personnes en train de filmer, parce que j'ai vu d'autres scènes prises par d'autres personnes et on voyait que le consul a bien vu la caméra, il a tenu ses propos. Est-ce que ça cache une certaine animosité voulue par les autorités marocaines afin de détourner l'attention du problème socio-économique que le monde entier va vivre inévitablement, et peut-être particulièrement le Maroc, dû à la perte de certains revenus, y compris au niveau touristique, y compris au niveau des pétromonarchies qui n'investissent plus, qui vivent même dans la misère aujourd'hui. On pourra parler peut-être de l'Arabie Saoudite en particulier. Oui. D'autres, l'Union européenne. On a vu l'aide de l'Union européenne, les crédits au niveau du FMI qui commencent à être négociés. On voit peut-être, est-ce que c'est une volonté, une énième volonté? C'est pas propre au Maroc, bien sûr. Non, hein, mais peut-être. Sofiane, Oui, si je peux me permettre, Sofiane, en fait, je pense pas. En toute honnêteté, je ne nie pas qu'il y a un jeu diplomatique parfois du ministère des Affaires étrangères marocain. Ça, c'est une évidence dans tous les ministères des Affaires étrangères de tous les pays. Mais dire qu'en fait, c'est quelque chose, c'est la politique, ou en tout cas, c'est la volonté de tout un pays là-dessus, je parle même diplomatiquement, en toute honnêteté, je n'y crois pas. Je vais te dire, Sofiane, les diplomates marocains, en fait, ils sont sans cesse, comme les diplomates algériens, dans la retenue. Dans la retenue, pourquoi? Parce que, en fait, ils peuvent pas se permettre d'avoir une confrontation très réelle. Est-ce que tu te souviens du ministre des Affaires étrangères algérien qui, dans une tribune, avait critiqué notamment sur le narcotrafic l'État marocain? Abdelkader Msel, oui, exactement. Mais ça, c'était voulu. Ça, c'était voulu à l'époque. Ça, c'était une volonté manifeste de l'État algérien, si tu permets. D'ailleurs, dans le passé, il y en a eu d'autres dans les deux sens. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée? Très, très rapidement, en fait, on est tombé en température. Parce que l'un comme l'autre n'ont aucun intérêt. Et même si on parlait du conflit du Sahara occidental, et notamment de l'appui logistique, etc., au Polisario, la réalité, c'est que même là-dessus, en fait, la confrontation est beaucoup plus nuancée qu'on le croit, contrairement à... Farid, ne bouge pas, je lance la pub et on est de retour très vite, évidemment. Reste en live sur Facebook. Vous commentez, les amis. C'est très important. Ça commente. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ah ouais, vous me donnez du boulot. Les débats sont engagés, mon Philippe. Oh, c'est la guerre, t'es fou. Ah bon? Calmez-vous, il n'y a pas de guerre. Oh putain. S'il vous plaît, essayons d'être bienveillants. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'attise pas la haine sur notre page parce que vous savez qu'il y a la députée Avia là, qui est... Ah oui, Avia, ouais. Ouais, voilà. Donc, on est responsable de ce qui peut être tenu sur la page. J'ai envie de bannir personne de la page. On a le droit de ne pas être d'accord. Surtout Philippe, c'est le ramadan, on jeûne. Voilà. Faites-vous des bisous. Voilà, normalement, on n'est pas là-dessus. Mais bon, après, les gens, malheureusement. Tiens, voilà, je vous mets ça, le drapeau de l'Algérie et du Maroc avec une grosse colombe. Voilà. Mais juste, Farid, la réponse des autorités marocaines. Maintenant, le consul a fait une erreur, c'est inévitable. Maintenant, qu'il soit pas, voilà, on ne la rappelle pas immédiatement. Hein? Pardon? Oui. Ah, ça c'est cool. Ah oui, pardon. Je voulais dire que moi, c'est la réaction d'après qui m'inquiète. Parce que quand tu nies même l'évidence, le consul, il a nié même l'évidence que l'existence de cet audio. C'est ça qui m'a rendu un petit peu incompréhensible. Normalement, les autorités marocaines, pour calmer le jeu, ils auraient dû rappeler ce consul et basta. Et on passe à autre chose. Sauf que là, on voit un envenimement de la situation. Est-ce que c'était voulu? On ne sait pas. Mais pour le moment, quand je vois la réaction du consul, c'est ça qui m'interpelle en vérité. Après, c'est une interrogation qui m'est propre. Moi, j'aime les débats. Les débats instructifs, intelligents. Après, les gens qui insultent, qu'ils insultent. Hein. Après, qu'est-ce que vous voulez Non, mais qu'ils insultent, ils n'ont rien à faire là. Pour mettre tout le monde d'accord. Parce que on ne pourra pas, ça, Philippe. Non, pour mettre les gens d'accord sur des faits concrets. On peut peut-être écouter. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on parle ni du Sahara. Bouge pas, Sofiane. On va revoir sur ce qui s'est passé avant. Regardez la scène. Voilà. Le consul du Maroc. Regardez les images. On n'invente rien, les amis. Ah, on est en direct là? Oui, on est en direct sur Facebook.
مرحبا بكم الباب مفتوح صباح اجيني صباح اجيني يلا تبارك الله عليك صباح الباب مفتوح لا تفرقوا علينا لان راكم عارفين شنو فيه حنا بلاد عدو Voilà les images du consul du Maroc à Juste, Oran. Oui, Farid. ouais, je voulais répondre à Sofiane. Bien sûr que les autorités marocaines elles vont répondre. Tu l'imagines bien. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'il y a un confinement. Ils vont le rapatrier. Ça, je peux te garantir qu'il ne restera pas consul très longtemps à Oran. Ça, c'est une évidence. Maintenant, ce qu'il dit, lui, est complètement choquant. Et même au Maroc, je pense, bon, je n'ai pas regardé les médias marocains, mais je pense que même au Maroc, ça va choquer. Après voilà, il faut pas se mentir. Il y a des intérêts ici ou là politiques pour camoufler, dans un sens comme dans un autre, probablement camoufler ce qui arrive. Et tu as complètement raison, Sofiane, sur la crise sociale très très forte. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il existe beaucoup de Marocains qui vivent et qui travaillent en Algérie. Et il y a également énormément d'Algériens qui vivent et travaillent ou qui vivent tout court au Maroc. Voilà, nous, notre responsabilité… Sauf que Farid, malheureusement, avec cette crise, c'est ces gens-là, les premiers, qui vont payer le prix. C'est malheureux de le dire. Tu sais, je vais te dire, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, le nombre de Marocains qui ont été expulsés d'Algérie historiquement, on va pas refaire l'histoire ici. Suite à la guerre de 63. La guerre de 63. La guerre des sables. La guerre des sables notamment. Donc tout ça, en fait, ça existe. Et tu l'as dit toi-même, il y a des liens de sang très importants. Maintenant, moi, j'essaye d'en faire quelque chose de positif. Ce consul-là n'a plus rien à faire, très clairement, à Oran. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'il faut qu'il soit rapatrié le plus vite possible et qu'il soit même sanctionné. La réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après, mais Farid, oui. Excuse-moi. On va pas positiver, on va essayer de donner de parler des faits. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait des relations magnifiques, amicales, etc., fraternelles. Il n'y a aucun souci dans ce sens-là. Mais sauf que maintenant, comment tu interprètes la réaction du consul lui-même qui dit que ce qu'on vient de voir est une fabrication des renseignements algériens. Je vais te dire, lui, il s'est mis dans une situation où les autorités marocaines, en fait, ne peuvent même plus le sauver et il s'enfonce par son amateurisme. Tout ce que je peux te dire, Sofiane, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réaction officielle qu'il n'y a pas de contact quotidien entre les deux diplomaties. Ça, je peux te le garantir et tu le sais particulièrement bien. Ça, oui, l'ambassadeur du Maroc, juste pour compléter ce que tu viens de dire, l'ambassadeur a été rappelé, convoqué par le ministère des Affaires étrangères algérien, par Sabri Makhdoum, et c'est normal. Ils lui ont présenté les faits et ils ont dit que nous attendons une réaction des autorités marocaines. C'est-à-dire même l'Algérie n'a pas voulu, bien sûr, voilà, pour diplomatiquement rester vraiment fraternel, etc. Des propos qui sont indignes, des rapports fraternels entre les deux peuples. Il laisse la balle dans le camp des autorités marocaines. C'est-à-dire même l'Algérie n'a pas pris de décision. Exactement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les liens sont jamais rompus, qu'en fait, il y a quand même, malgré les difficultés ici ou là, une fraternité qui dépasse les choses. Et puis, il ne faut pas se mentir. Comme tu l'as dit parfaitement, Sofiane, la crise sociale et économique que va toucher le Maghreb, si tu veux, il va y avoir un impact dans tous les pays. Et il n'y en a pas un qui va s'en sortir mieux que l'autre ou pas que ce soit. L'impact, il est pour tous. Quand l'Algérie ne va pas bien, le Maroc, il est touché. Et quand le Maroc, il ne va pas bien, l'Algérie, elle est touchée. Il ne faut pas se mentir. Après, bien sûr que l'émotion, la réaction… Ouais, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Farid, mais bon. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes intérêts. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et de retour sur France Maghreb 2 en direct. On reste en live évidemment sur Facebook pendant les pubs. Vous le savez, avec Sofiane Lakhdari, avec Farid Tabsaman. Les débats sont enflammés. Les commentaires sont à son apogée. Ouais.
Ah oui, ah, ça commande beaucoup. Vous pouvez lire. Hein, mon Philippe, tu fais le relais, là, tu fais le flic, tu fais le gendarme. Ah, je peux plus. Et là, qu'est-ce je qu'ils peux pas trouvent? Ils faire trouvent qu'on n'est pas objectif parce que moi, je lis pas exactement. Qu'est-ce Alors, ok, bah, qu'est-ce alors, qu'ils disent à peu près, Philippe, Philippe? Philippe, qu'est-ce qu'ils Hein? nous disent? Ils disent Oh là quoi? là. Ils disent que les gens sont pas, que Sofiane et Farid sont pas objectifs. Non, 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 Qu'est-ce non, qui se ah, passe? non, 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 c'est pas des commentaires sur. Alors, il y a un petit peu, Christophe, est-ce que tu n'aurais pas un autre sujet? Parce que visiblement, tu montres pas assez d'affection pour le Maroc. Donc, va falloir que ça change tout ça, monsieur Frotte, s'il vous plaît. Sinon, ça va pas aller. Je suis pas d'accord avec toi non plus, Farid, sur le fait de l'un sans l'autre ont du mal à évoluer. Et puis après, c'est surtout des commentaires, des ping-pong entre nos internautes. Voilà, il y en a, ça va être difficile. Moi, c'est pour ça sur la question algéro-marocaine qui est très complexe et qui est envenimeuse. Et on peut pas parler de manière manichéenne, un bon ou un mauvais d'un côté ou de l'autre. Chacun défend ses intérêts, deux camps qui sont complètement antagonistes. L'Algérie qui est dans une autre vision, le Maroc qui est dans notre vision complètement à l'opposé. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne vois pas d'union du Maghreb prochainement parce que c'est deux visions complètement. Je te remercie, Sofiane. Parce que non, ceux qui essaient de nous va vendre dire du la rêve vérité. à longueur d'année. Surtout que j'apporte une information peut-être à Farid, c'est que durant la campagne électorale de président Tebboune, il a bien précisé que rien ne se fera en dehors des excuses. C'est vraiment la barre, elle est un peu haute. Je pense pas que le Maroc va s'excuser du 95. De la même manière, on va demander des excuses auprès des Algériens. C'est-à-dire, on venait rentrer dans un débat et surtout que le chef d'état-major de l'armée algérienne aujourd'hui par intérim, qui est Saïd Chengriha, qui est très connu au Maroc, parce qu'il était chef de la troisième région militaire qui est frontalière avec le Maroc, a tenu des propos vraiment fermes et déterminants sur la question du Sahara occidental et sur la question du Polisario. C'est-à-dire, et même dernièrement, si tu as remarqué Farid, il y avait même un hôpital de fortune un hôpital de fortune qui a été fait par l'armée algérienne sur les territoires de Tindouf, etc., pour les réfugiés sahraouis. C'est-à-dire, malheureusement, nous sommes partis dans une situation, une énième situation, et cette sortie du consul, elle est venue encore pour envenimer la situation, parce que la pression populaire en Algérie auprès du gouvernement, elle est à l'apogée. Les gens ont rappelé l'intervention du ressortissant marocain qui avait intervenu au Maroc, où il avait descendu le drapeau, où on n'a pas eu d'excuses à l'époque, il y a un emprisonnement de la personne seulement qui est ressorti un an après. Et on a un autre incident à l'époque de Bouteflika, la nomination de l'ambassadeur du Maroc qui vient du parti de l'Istiqlal, qui est pour le Grand Maroc et la récupération de Tindouf et de Bachar. C'est-à-dire, nous sommes dans un cumul d'incidents que malheureusement aujourd'hui, le peuple algérien, je ne parle pas du conflit sur cet acte-là, de ce consul, j'espère le plus rapidement que ça soit étouffé par les autorités marocaines pour que ça s'envenime pas sur le plan. Ouais. On espère, Sofiane, que ça se referme très vite, évidemment, bien entendu. Je voudrais juste un mot avant qu'on accueille Dounia, qui sera avec nous dans un instant du Secours islamique pour relater ce qui va se passer ce week-end. Et avant que l'on prenne le cap pour la crise économique à l'échelle plus mondiale, on parlera aussi un peu de la Libye, puisque c'est important, mais de la situation de l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est catastrophique. Elle est dans une panade totale, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, à tel point qu'elle a coupé les allocations, qu'elle a augmenté les taxes et les impôts. Ce pays qui ne vit que sur la rente pétrolière aujourd'hui se voit dans l'obligation de trouver des solutions et ça va être compliqué, ça va être difficile. Et enfin, on se posera la question avec Farid et Sofiane, faut-il craindre un conflit mondial au vu de cette crise économique qui en découle de ce Covid-19? On se posera la question, notamment entre la Chine et les États-Unis. Je sais que votre avis diverge là-dessus, Farid et Sofiane. Alors, un petit mot, Sofiane, rapide sur l'Algérie, parce que je vois une espèce de campagne en ce moment de dire que la dictature est de retour en Algérie, que la liberté de la presse est menacée, à en croire tous ces journaux qui ferment en ce moment, avec El Manchar qui a annoncé fermer la porte et ne plus pouvoir faire son travail correctement dans ce pays où la démocratie n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe réellement? J'aime beaucoup lire ça, sachant que tout le monde sait pourquoi. Évidemment, il y a beaucoup de presse qui ferme en Algérie et beaucoup font mine de fermer les yeux et de travestir plutôt la vérité. Non, le journal Le Manchar, il a apporté même une explication sur son compte Twitter. Il a dit que c'était pas une fermeture des autorités, c'était la peur qui l'animait. Après, est-ce que ça cache autre chose? Nous savons pertinemment que le ministre, M. Belhimer, a entamé une grande réforme au niveau de la liberté d'expression et au niveau de la presse en Algérie, parce que c'était l'anarchie totale. Il y avait des journaux
qui n'étaient même pas accréditées. Il y a des chaînes de télévision qui sont pas accréditées. Je donne peut-être une information, beaucoup de chaînes de télévision privées vont fermer parce qu'ils n'ont même pas le droit d'exercer en Algérie. C'était l'anarchie totale. Aujourd'hui, il essaye de faire du ménage au niveau de cette grande institution qui s'appelle l'information. Aujourd'hui, au niveau de la presse, il y a des financements qui sont occultes, il veut faire un phase. Il y a un vide juridique, il veut apporter des clarifications sur les gens qui apportent des fake news, de la diffamation. Maintenant, si faire une réglementation au niveau de la presse, c'est de la dictature, eh ben bonjour pour la dictature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, même au niveau de la presse internationale, il y a une réglementation. En Algérie, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, ils sont en train de la mettre en place. Ça dérange certains. Certaines personnes avaient 3, 4 journaux, 5 journaux, faisaient un business. La situation du journaliste ordinaire algérien est dans une situation catastrophique. Ils sont vraiment sous-payés. Et c'est des gens qui ont fait un argent fou. Ils ont détourné énormément de fonds publics. Par exemple, la NEP, etc. Et beaucoup de ces personnes-là, ils ont des presses qui sont même pas à leur nom. C'est-à-dire, ils créent, ils louent une autorisation d'une personne, d'une tierce, et ils font une presse à leur nom. Bon, c'est un truc de fou. Compris. C'est une loi et on voit que les choses changent en Algérie et que les mentalités Parce qu'en ont du mal vérité, à si suivre. vous voulez, le ministre Belhémer tente de concilier entre la liberté et la responsabilité journalistique. C'est en gros, Ouais. c'est ça. Bon. Je vous propose d'accueillir Dounia Adou qui est avec nous et en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Bonjour Dounia. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Chargée Bonjour. de projet en communication au Secours islamique. Dounia, pour ce week-end, nous avons démarré depuis tout à l'heure ce week-end de la générosité pour parler de ce défi qui nous est offert, à savoir de parrainer 1000 orphelins. On en était quand on a commencé à 450, donc l'objectif est 550. On rappelle l'objectif de parrainer des enfants au Sénégal, mais aussi en Palestine, Dounia. Ouais, exactement. Donc Christophe, on est là avec vous donc tout ce week-end à partir donc de 15h jusqu'à dimanche soir pour vous parler d'un projet en fait qui nous tient énormément à cœur, c'est le parrainage d'orphelins. Donc là tout à l'heure, on était à 450, on a commencé à 0, donc depuis le début du Ramadan, on a eu énormément déjà de parrains et on les remercie chaleureusement. Et donc là, on a un autre objectif, on est à 461. Donc on a, en 1h30, on a eu déjà 11 nouveaux parrains et marraines, donc on vous remercie. Alors, on rappelle évidemment, au-delà des bienfaits, quand on est croyant musulman, de parrainer un enfant, les Hassanettes, je vous explique même pas ce que vous allez prendre, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Bajrafil qui nous expliquera ce que ça donne, mais je pense que là, pour le coup, c'est royal. Mais surtout, voilà, d'apporter 43 €, c'est vrai que c'est une somme, Dounia. 52 €, c'est une somme. Mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir parrainer de manière collective. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure Ahmed. Oui, alors en fait, là, comme là, on a proposé en fait les parrainages individuels. Donc là, je pense que Monsieur Bajrafil tout à l'heure pourra exprimer de manière plus détaillée les intérêts et les bienfaits en fait de prendre en charge un orphelin. Mais prendre soin d'un orphelin, surtout là, pendant le Ramadan, il nous reste plus que quelques jours. C'est vraiment, peut-être qu'on se dit que c'est un prélèvement qui va nous coûter, mais ça va tellement vous apporter. Moi, j'ai commencé à parrainer un orphelin, j'étais toute jeune. Je suis encore toute jeune, mais c'était vraiment. Vrai, ça se voit. J'étais, je me rappellerai toujours, j'étais à la mosquée, j'étais encore étudiante et l'imam nous disait celui qui prend en charge un orphelin aura une maison à côté de moi au paradis. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit non mais 42 € peut-être, c'est beaucoup peut-être, mais en fait t'es une gratteuse, Dounia. Toi, ce qui t'intéressait c'était la maison. Bah bien sûr, moi je voulais une maison, moi je voulais une maison au paradis, donc. Là, vraiment, j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont envie d'aller au paradis et qui ont envie d'avoir des bonnes actions pendant ce Ramadan. Les sadakas, elles sont vraiment tout ce qu'on peut faire, elles sont multipliées par 70. Donc, c'est un prélèvement. Vous pouvez, faire un prélèvement automatique qui peut commencer dès aujourd'hui et vous pouvez l'arrêter si vraiment vous avez des difficultés financières. Et comme a expliqué Christophe, si vous pouvez pas prendre un orphelin vous tout seul, vous pouvez avec les autres en fait faire un parrainage participatif. Donc en fait, vous aurez pas un orphelin à vous, mais vous allez financer plusieurs bourses de plusieurs orphelins. Et ça s'appelle une communauté d'orphelins. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, vos bienfaits ils sont multipliés encore plus. Et ça, vous pouvez le faire à partir de 5 ou 10 € par mois. L'important vraiment, c'est que il y a des choses, il y a des sous tous les mois de votre compte
qui sortent et qui vont vers le khir en fait. Alors pour ce faire, vous avez deux possibilités principalement. On vous affiche d'ailleurs les éléments à l'écran. Le téléphone d'abord qui fonctionnera tout au long du week-end, 01 60 14 14 14, 01 60 14 14 14 et le site internet. Vous pouvez donc parrainer, prendre un orphelin en charge sur le site internet www.secours-islamique.org. On compte sur vous, évidemment, tout au long de ce week-end. On a fait 11 nouveaux parrainages depuis 15 heures tout à l'heure. On peut faire mieux, on peut encore faire davantage. On compte sur vous. Voilà, il y a tout ce dont on parle, tous nos petits plaisirs du quotidien, mais on peut peut-être y faire, j'allais dire, abstraction, hein, en tout cas limiter ces derniers pour venir en aide à ceux qui en ont vraiment besoin. Et je peux vous garantir que les enfants de Sénégal ou de Palestine en ont réellement, vraiment besoin. Dounia, un dernier petit mot pour solliciter et donner envie, plus qu'envie, de participer à ce week-end de la générosité, Dounia. Comme tu disais, en fait, Christophe, moi, je suis partie au Sénégal et j'ai visité, en fait, ces familles-là qui ont besoin de vous. J'ai visité des familles d'orphelins et je peux vous garantir que le parrainé avec le Secours Islamique France, c'est vraiment aider de manière durable et vraiment pérenne, en fait, ces familles-là. C'est vrai que 42 €, vous allez pouvoir vraiment les aider à pouvoir manger, à pouvoir avoir un cartable, à pouvoir aller à l'école, se vêtir. Moi, j'ai rencontré un petit garçon. Il était tellement content de me montrer son sac à dos parce que il s'est dit, voilà, à un moment donné, il n'était pas discriminé parce qu'il avait moins de sous que les autres. Il était un peu comme les autres. Et c'est grâce à cette petite bourse que vous allez leur apporter qu'ils vont pouvoir retrouver un peu de dignité. Donc voilà, on compte sur vous. N'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous allez recevoir très rapidement un dossier de présentation avec la photo de votre filleul. Et vous pourrez très régulièrement avoir des nouvelles de lui. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Dounia, et à très très bientôt. Juste avant que Dounia nous quitte, Christophe, je voudrais dire à nos auditeurs qui retrouvent toutes les informations sur France Maghreb 2 ainsi que Christophe Le Grand Forum sur nos pages Facebook, où nous avons dans notre chat les liens pour aller directement et sur la page Facebook et sur le site internet pour pouvoir faire le don et le rappeler que 42 €, c'est 1,40 € par jour. Pour un café, vous offrez le khair à un enfant. Donc, bien joué, il a fait le calcul. Bravo, fait. Ah ouais, non, mais attends, la maison est sérieuse. Non, mais moi, elle m'a parlé d'un pavillon 8 pièces, donc là, je suis intéressé. Toi aussi, t'es un gratteur. Il n'y a que des gratteurs. Une cabane de jardin, là, au paradis, moi, avec tout ce que j'ai fait. Donc, si tu veux, moi, j'ai poussé les murs quand même. Pour 1,40 €, tu peux avoir. Ah ouais, Dounia, merci beaucoup. J'ai été ravi de travailler avec toi pendant ces nombreuses années. J'espère te revoir très vite. À très bientôt, Dounia. Allez, au revoir. Merci, Dounia. Bon, Sophia Lagdari, Farid Temsamani. On va quitter le Maghreb dans un instant, mais je voudrais qu'on parle un peu de la situation au Libye, parce qu'elle est inquiétante, et bien qu'on n'en parle plus parce qu'on a une crise économique importante, on a une Covid-19 qui nous occupe, j'allais dire, au quotidien dans tous nos pays respectifs. Mais la Libye, que se passe-t-il? Est-ce que la confrontation perdure, Farid? Oui. La Libye, écoute, c'est assez, je vais utiliser un terme un peu vulgaire, hein, c'est assez bordélique, puisque finalement rien ne se passe comme prévu, comme toujours en Libye. Sofiane probablement en parlera mieux, mais comment on appelle ça, entre l'ONU qui n'arrive pas à nommer de successeur à Hassan Salamé dernièrement, entre finalement Haftar qui est en train de complètement perdre la main d'une certaine manière, notamment avec ses alliances. Oui, c'est assez délicat. C'est la Libye, d'une certaine manière. La difficulté, c'est que ça a un impact sur les voisins, et notamment la Tunisie. Donc, c'est assez compliqué. Concrètement, la Tunisie. Alors, est-ce que le rôle de Erdogan est toujours en jeu, Sofiane, en Libye? Non, maintenant, sur la Libye, c'est une confrontation entre deux axes, entre deux forces qui sont sous l'égide de l'OTAN, à savoir vous avez Erdogan, les frères musulmans avec qui soutient Sarraj, et vous avez de l'autre côté les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui n'agissent pas en dehors des ordres américains. Et ils ont pour rôle, en vérité, de diviser la Libye, qui était un projet initial.
il faut rappeler la carte qui a été publiée par le New York Times en 2014, où elle démembrait complètement la Libye en trois, entre la Syrie naïque, à Benghazi, entre la Tripolitaine et entre la région du Fezzan qui est dans le sud. Et ça, c'est malheureusement, c'est une situation qui était connue depuis le début. Et aujourd'hui, il y a une volonté et un nouvel acteur qui est rentré en jeu depuis l'arrivée du président Tebboune en 2019, disant que la division de la Libye ne se fera pas et on essaiera par tous les moyens d'éviter cela. Et ça dérange. Et l'Algérie, il a même dit mieux, Sofiane, il a dit que le processus en Libye sera obligé de passer par Alger. Ouais, il a dit clairement que la situation ne se fera pas sans nous. Et il faut savoir que l'Algérie, si elle tient ce discours, c'est qu'elle a des forces derrière, à savoir la Russie et la Chine. La Russie, elle s'est fait avoir avec le départ de Kadhafi, l'assassinat et l'implosion de la Libye, parce qu'elle n'a pas apporté son soutien à l'époque et elle a apporté son soutien à la Syrie, à Bachar el-Assad. Et beaucoup de gens lui ont voulu à Poutine de laisser Kadhafi, mais il a rendu la responsabilité à Kadhafi par ses alliances et surtout ses conseils qui ont été faits à l'époque par Tony Blair et compagnie. Et là, aujourd'hui, la Libye, elle paye le prix de plusieurs années. Et en vérité, c'est devenu un terrain de confrontation entre les différentes forces qui sont sous l'égide de l'OTAN. Maintenant, je voulais poser une question à Sofiane, notamment parce qu'il évoque l'Algérie et notamment la diplomatie algérienne dans son ensemble, notamment sur le cas libyen. Dans le projet de nouvelle constitution, Sofiane, du président Tebboune, est-ce que tu peux nous parler de ce qui va notamment changer fondamentalement dans la logique même de la diplomatie algérienne? Là, pour le moment, pour la Constitution, c'est une mouture. C'est-à-dire, c'est un projet de Constitution, rien n'est fait. C'est un débat qui est à l'intérieur et qui a vraiment le mérite qu'il soit posé parce que beaucoup de gens disent que l'Algérie devrait intervenir à l'étranger, mais avec des conditions. Et d'autres même, et là, même sur la mouture au niveau de la Constitution, je pense pas qu'elle va passer parce qu'elle va mettre l'armée algérienne sous l'égide de l'ONU. C'est-à-dire, je pense que celui qui a proposé cette loi dans la Constitution, de l'inclure dans la Constitution, il a essayé d'élargir le maximum. Et c'est un débat au niveau interne. Moi, à titre personnel, je suis pour une intervention limitée dans le temps, limitée au niveau militaire, parce que rester dans la défensive alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des terroristes qui ont été envoyés par la Turquie qui sont dans la région libyenne. Aujourd'hui même, on a des vidéos et des arrestations de certains terroristes. On parle de 8000, entre 8000 et 23 000. Aujourd'hui, est-ce qu'on reste dans la défensive en attendant qu'ils s'infiltrent et ils nous fassent la même chose qu'ils ont fait à Tigintourin, à Inamenas en 2012 ou en 2013? Ou bien on doit intervenir à l'intérieur de certains territoires en accord avec ces autorités et faire le travail, que ce soit en Libye ou en Mali? C'est un débat qui est ouvert en Algérie, mais rien n'est officiel. Il faut qu'on avance, les amis. Il faut qu'on avance. Parce qu'on a passé quand même 3 quarts d'heure. On apporte aussi l'information absolue, Christophe. Vous avez d'accord, mais j'ai bien compris, Sofiane. Mais voilà, il y a quand même d'autres sujets aussi très importants, et notamment ce qui en découle de cette crise économique mondiale. Mais juste, Christophe, juste le diplomate où les États-Unis ont mis le veto, c'est sur l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtan Lamamra. Oui, absolument. D'ailleurs, bon, tu me permets un petit pic, Farid, mais gentil, hein, c'est une petite pichenette. Sur la Libye, le Maroc, là aussi, a encore perdu. Il avait quand même pris le devant sur la Libye. On se souvient qu'il avait organisé comment ils s'appellent les accords de... Rappelez-moi. Sreerat. Voilà. Et où est le Maroc pour la Libye aujourd'hui? Absent. Je comprends pas pourquoi tu me poses la question à moi, en fait. Mais non, mais je te pose la question à toi. Non, mais juste... Ouais, Christophe, pose la question à Philippe. Bah, Philippe. Non, il y a un autre acteur qui est rentré en jeu dans le conflit syrien. Oui, vas-y, Sofiane. Ouais, il y a un nouvel acteur qui est rentré en jeu au niveau de la question libyenne, c'est la Syrie. Il faut rappeler que Haftar a ouvert une ambassade ou une ambassade en Syrie. C'est-à-dire, il y a une reconnaissance. C'est-à-dire, est-ce que Erdogan va accepter qu'il soit entraîné dans une guerre, c'est-à-dire, on va vraiment, il y a une coalition de certains pays arabes contre Erdogan en Libye. Est-ce que ça sera un nouveau terrain? L'Algérie ne le souhaite pas. Elle veut régler un problème au niveau diplomatique. Mais beaucoup de gens ont des comptes à rendre avec Erdogan et ils veulent le faire en territoire libyen, malheureusement. Crise économique mondiale, les amis. Est-ce que
ce qui découle de ce qui s'est passé au travers de la planète quand même, hein, le Covid-19 qui a confiné quasiment les trois quarts de la planète. Et en découle donc une grave crise économique qui pourrait avoir des conséquences terribles. Et notamment, je sais que là, vous n'allez pas être d'accord, Sofiane et Farid, et on va pouvoir en discuter, sur les conséquences de tout cela. Beaucoup craignent, ils sont, comme Sofiane, à craindre une confrontation entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, qui s'accusent mutuellement, vous le savez, de la propagation du Covid-19. Farid, tu es un peu plus mesuré, il me semble, pour en avoir discuté il y a quelques instants, et tu n'y crois pas, toi, à cette confrontation. Réponse dans un instant, juste après la pub sur France Maghreb 2. Restez avec nous, c'est le grand forum avec Farid Tabsamani, Sofiane Nakdari. Je suis ravi de les avoir, ces deux-là. C'est nos spécialistes à nous, et croyez-moi, on n'a rien à envier à BFM TV. À tout de suite. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bon, est-ce que mon Philippe, les commentaires sont tout aussi, importants depuis tout à l'heure? Ah, je galère. Pour être complètement honnête, hein, on est honnête dans le LGF. Je m'excuse pour toutes celles et tous ceux qui vont être français. J'ai dû supprimer pas mal de commentaires virulents. Comme je vous l'ai dit, on risque d'être tenu pour responsable lorsqu'il y a des choses qui… Attends, il y a quelqu'un… Voilà. Lorsqu'il y a des appels à la haine, lorsqu'il y a des choses qui sont tendancieux, malheureusement, on ne fait pas de censure, mais on ne peut pas laisser des choses qui puissent inciter les uns et les autres à s'énerver mutuellement. Voilà. Ah, Avia, là, c'est la députée qui avait mordu un taxi, là? Ah, elle n'a pas mordu, elle avait faim, il y avait une oreille qui traînait, excuse-la, quoi. Elle ose vous parler de la haine? Elle ose défendre un projet de la haine sur Internet? Ah, c'est la mieux placée, elle a fait sa repentance, tu vois, elle s'est excusée. C'est ça aussi, le pardon est divin, Christophe. Nous devons pardonner à notre frère et à notre sœur qui avait faim en sortant de Koh-Lanta. Donc voilà, elle était énervée, le type il l'a pas reconnu. Voilà, elle a peut-être pas mordu, peut-être qu'elle parlait fort et que lui s'est approché parce qu'il était sourd et voilà, malencontreusement les dents ont rencontré l'oreille, l'homme. Tu vois, il peut y avoir des versions différentes. Tout dépend du point de vue. Apparemment, c'est elle qui aurait des propos sexistes, propos racistes envers son personnel. C'est pas moi qui le dis, c'est une grosse enquête de Mediapart. Homophobe et tout. Député en marche. Bon, t'es plutôt député à l'arrêt pour le coup. Alors, Farid Tabsamani, Sofiane Nakdari. Il faut qu'on parle quand même des conséquences de cette situation et de ce qui peut arriver, évidemment. Alors, toi, Sofiane, pourquoi tu penses que tous les signaux sont au rouge au Moyen-Orient et on risque d'avoir une confrontation de facto inévitable entre la Chine, par exemple, et les États-Unis d'Amérique? C'est un peu compliqué. Après, maintenant, moi, ce que je vois, c'est que le Covid-19, il a sorti un peu l'antagonisme qui était strictement économique entre la Chine et les États-Unis. Ce duel sino-américain, aujourd'hui, il va se diriger vers le militaire. Pourquoi? C'est pour la première fois, par exemple, que les renseignements chinois parlent d'une probabilité d'une guerre directe avec les États-Unis d'Amérique. Venant de l'autre Atlantique, au niveau américain, les déclarations, soit du ministère de la Défense, soit le patron de la CIA, parlent d'une possibilité de guerre. Vous avez la Chine qui a une seule base militaire qui est dans la région de Djibouti, si ma mémoire est bonne. Elle a essayé d'élargir et il y a des sous-marins nucléaires qui viennent d'être envoyés. Il y a énormément de choses. En vérité, c'est pas une confrontation. Elle va avoir une confrontation d'un nouveau type. En vérité, c'est pas des missiles nucléaires qui vont être envoyés entre les deux pays, ou bien une invasion chinoise des États-Unis ou l'autre invasion. Il y aura une confrontation afin de décider d'un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial est en train de s'éteindre sous nos yeux, des organismes tels du FMI, de l'OMC, de l'OMS. On voit bien une incapacité, une existence même de l'ONU durant même ce Covid-19. Certains voulaient un nouvel ordre mondial unipolaire avec un seul pôle qui dirige. Ça, c'est la vision Attali, vision Kissinger. Et vous avez d'autres qui veulent un monde multipolaire avec l'émergence d'un nouveau pôle qui est représenté par la Chine et la Russie. De l'autre côté, les États-Unis, c'est avec la… Tu penses au fait qu'il y aura une confrontation inévitable? Farid n'y croit pas, lui. Farid, c'est bien ça. Sofiane, tu crois à une confrontation militaire, c'est ça? Moi, une confrontation d'un nouveau type qui ne sera pas seulement avec des paroles, mais il y aura une confrontation, c'est inévitable, avant les élections présidentielles de Donald Trump. Parce que les élections de Donald Trump au mois de novembre, pour moi, il les a gagnées
parce qu'il a sorti une nouvelle carte, et on pourra en parler peut-être après avec l'Obama Gate, c'est-à-dire la sortie de certains dossiers contre Obama et par conséquent contre Joe Biden, qui était son vice-président durant 2 mandats. Aujourd'hui, Donald Trump, il est dans l'obligation de mettre la Chine autour d'une table, chose que les Chinois refusent pour le moment parce qu'ils sont dans une dynamique favorable à leurs yeux d'ici 5-10 ans, et le Covid n'est venu que pour accélérer la chose. On parle aux États-Unis de 36 millions de nouveaux chômeurs. On parle d'une catastrophe au niveau économique sur le plan qu'a causé le Covid suite au confinement qui a été conseillé par Niall Ferguson. Aujourd'hui, pour moi, pour revenir autour d'une table, il faut qu'il y ait un événement majeur. Quel genre d'événement majeur? Pourrait y avoir une confrontation limitée dans le temps, limitée au niveau d'un endroit. Certains parlent de la mer de Chine, d'autres parlent au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, mais tous les voyants sont au rouge au niveau du Moyen-Orient. Au niveau de l'Asie, on a vu de l'Asie Sud-Est. Oui, bon alors en fait, ce qu'il faut, c'est bien parce que quand on parle de la Chine, certains ont l'impression qu'en fait c'est un pays qui débarque. La Chine est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, au même titre que les États-Unis. La seule chose, et je l'ai déjà dit à cette antenne-là, c'est que la Chine, en fait, est en guerre, effectivement, pour le leadership de l'après-crise sanitaire. Ça, c'est une évidence. Il y a une crise de leadership. Contrairement à ce qu'a dit Sofiane, la Russie ne se range pas forcément avec la Chine. Et tu verras dans les semaines et dans les mois à venir. Cette crise-là, en fait, va juste permettre une chose, c'est aux Chinois de rattraper le retard qu'ils ont, en particulier économique, financier plutôt sur les États-Unis. Sur la guerre, sur la confrontation militaire, la réalité, c'est que les Chinois ne sont pas encore au niveau des Américains. Ils travaillent pour. C'est ce qui leur manque d'ailleurs. C'est un des éléments qui leur manque pour être ce qu'on appelle une puissance complète, contrairement aux États-Unis d'Amérique. Ensuite, où est-ce que ça va se produire? Je suis complètement d'accord avec toi, Sofiane. Je pense que c'est la mer de Chine. Et le grand perdant sera certainement le Japon. Mais dites-vous bien une chose. Alors, malgré les envolées lyriques diplomatiques de Trump et des Chinois, les Chinois ont extrêmement besoin des Américains. Parce que qui sécurise l'approvisionnement des Chinois en matières premières, si ce n'est les Américains? Tu as parlé à juste titre de la base de Djibouti. C'est la première sortie militaire hors du continent asiatique des Chinois. Tant que les Chinois ne sont pas installés au Moyen-Orient et ailleurs, la réalité, c'est qu'en fait, il ne peut pas y avoir de confrontation. Maintenant, il y a une difficulté de leadership. La réalité, c'est quoi? C'est que les Américains vont faire payer aux Chinois la crise économique américaine. Ça, c'est une évidence. Et vous verrez que Trump… Et vous avez vu Oui, Farid. Oui, pardon. Tu as vu la réponse des Chinois suite à ça? Oui, non, mais ils vont pas accepter d'une certaine manière tout de suite. Est-ce que tu te souviens des négociations à l'OMC entre la Chine et les États-Unis? Qui finalement a plié? Qui finalement Exactement. C'est-à-dire, en fait, pour comprendre ce débat-là de leadership entre les Chinois et les Américains, il faut comprendre l'histoire de la Chine. Et l'histoire de la Chine est beaucoup plus importante que celle des États-Unis. Il faut bien mettre ça faut bien comprendre ça. L'histoire chinoise, elle est millénaire. Et moi, je pense qu'il faut s'attendre à tout avec les Chinois. La confrontation, je n'y crois pas. Pour une raison. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On est de retour, les amis, et en direct. Il y a eu un débat vraiment intéressant, vraiment d'une grande qualité, dont je suis particulièrement fier aujourd'hui entre Sofiane Laghari et Farid Tabsamani. Moi, je voulais juste apporter une petite info, une petite lecture un peu différente par rapport à Farid, parce qu'au niveau, aujourd'hui, la Chine, elle était alliée parce qu'elle était l'atelier des multinationales américaines. Il faut rappeler que Donald Trump est rentré en confrontation directe avec ces multinationales, avec son projet protectionniste et isolationniste, et qui était vraiment à l'encontre de la politique libérale et du néo-change pour les multinationales. Aujourd'hui, c'est dans cette confrontation. Aujourd'hui, la Chine commence à investir au niveau européen et en dehors de la Chine. Avant, quand elle était un atelier, ça ne causait aucun problème. Mais aujourd'hui, la Chine, elle est en train de s'ouvrir avec sa route de la soie, avec l'investissement qu'on voit de plus en plus sur le plan européen. Aujourd'hui, la Chine est en train de pratiquer la même politique qui a été exercée durant des années par les Américains. Et chose qui commence à déranger au niveau de l'établissement américain, et particulièrement Trump. Aujourd'hui, moi, je dis pas que les États-Unis veulent détruire la Chine ou vice-versa.
Donald Trump est dans l'obligation de pousser les Chinois à une table de négociation. S'il y a un événement qui va les pousser aujourd'hui ou demain sans aller à la confrontation directe, tant mieux. Mais je ne vois aucun signe pour le moment. Il y a des propos qui sont en train de monter en crescendo, l'inexistence totale de l'Europe. Et pour la Russie, cher Farid, la Russie a fait, ça c'était la politique de Zibiu Brzezinski qui a conseillé en 2016 de rompre cette alliance entre la Russie et la Chine, mais ils n'ont pas réussi. La Russie vient de faire une manœuvre militaire de grande importance avec la Chine, l'une des plus grandes l'année dernière. Moi, à mon sens, l'axe russo-chinois avec le camp de Shanghai qui est en train de se mettre en place face au camp américano-britannique et américano-européen, parce que l'Europe, c'est le plus grand perdant. Et je pense, à mon sens, que la sortie de la Grande-Bretagne et le Brexit, qui a été initié par les gens de la City, par les Nigel Farage et compagnie qui travaillent dans la City auparavant avec Theresa May, et ces gens-là, le Brexit n'est venu que pour accentuer cette alliance américano-britannique pour redessiner la nouvelle carte du monde, à mon sens. Farid, réponse avant qu'on parle un peu et qu'on s'intéresse au sort de l'Arabie Saoudite pour terminer. Et je vous poserai peut-être une question. Je crois que les relations ne sont pas très bonnes en ce moment entre la France et la Chine. Hein. On en reparlera. Farid. Il est où, Farid? Farid Tabsamani. Dès qu'on a parlé de guerre, il est parti. Il est parti à Pékin? Ah, t'es là, mon Farid. Vous m'entendez? Oui, là on t'entend. Non, Sofiane, tu as en partie raison sur un certain nombre de points. Il y a deux éléments qu'il faut bien préciser. Puisqu'on parle un peu d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé lorsque la Chine a développé dans l'histoire cette fameuse route de la soie? Qu'est-ce qui s'est foncièrement passé ensuite? Il s'est passé que la Chine, en fait, s'est recroquevillée sur son propre territoire. Elle a fait marche arrière surtout. Et en fait, la Chine, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à des indicateurs historiques de la Chine. La Chine, c'est une puissance millénaire. C'est beaucoup plus puissant qu'on ne le croit et c'est beaucoup plus important que les États-Unis. La seule différence, c'est que la Chine, quel est l'élément qui, pour moi, ne cautionne pas le discours de Sofiane? C'est notamment sa population. La population chinoise, c'est 1,3 milliard d'habitants. Quel est le premier risque des Chinois, en réalité? C'est leur propre population. La réalité, elle est celle-ci. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de confrontation. Là où tu as raison, Sofiane, c'est qu'ils vont s'asseoir à la table des négociations. Par quoi? Parce que les uns et les autres jouent ensemble. Quant à l'axe russo-chinois, bien sûr, Poutine essaye par tout moyen, effectivement, de mener cet axe-là. La difficulté, c'est que même Poutine ne peut pas se passer des Américains. Bien sûr, je ne cautionne pas forcément la politique américaine, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Les Chinois, aujourd'hui, essayent de rattraper le leadership sur les Américains. Ils vont y arriver. La vérité, c'est celle-ci. Tu as complètement raison quand tu dis que les grands perdants, ça va être les Européens. La difficulté, c'est que contrairement aux fantasmes des uns et des autres, les Chinois ne voudront jamais aller à la confrontation avec les Américains parce qu'ils savent que, in fine, c'est eux qui perdront tout. Et c'est pour ça que c'est une négociation. Je suis complètement d'accord. Alors après, je ne sais pas, je crois que c'est Christophe qui parlait, ou c'est toi, Sofiane, qui parlait du timing. Le timing, c'est l'élection américaine. Moi, je suis beaucoup plus mesuré que certains sur la réélection de Donald Trump. Tu penses qu'il ne va pas être élu? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'avant la crise du Covid, ouais, j'étais persuadé. Il était élu. Il était élu. Moi, j'ai passé tout le mois de février aux États-Unis. Je peux te dire qu'il était élu haut la main. La crise du Covid-19 fait qu'en fait, la réalité, c'est qu'en fait, ça change. Son seul avantage à Donald Trump, c'est qu'en fait, il a Joe Biden en face de lui. Et effectivement. Mais est-ce que Farid est au courant de l'Obama Gate? Oui, je suis au courant. Je suis au courant de ce qu'ils ont sorti, ce qu'il a sorti. Je pense que c'est peut-être la chose qui va le faire gagner définitivement. Mais bien sûr. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu as vu sur son tweet, il a dit: vous avez enquêté sur moi, il est temps que j'enquête sur vous. Exactement. Et tu sais, en France et en Europe, on prend traditionnellement Trump pour un idiot. Parce que, il faut le dire, parfois, il dit n'importe quoi et parfois, il fait n'importe quoi. Surtout quand il invite les gens à se mettre de l'eau de Javel pour se protéger complètement. du Covid. Je suis complètement d'accord avec toi. Politiquement parlant, il est beaucoup plus subtil qu'on le croit. Et même il faut le dissocier des multinationales et de l'oligarchie financière qui a dirigé les États-Unis pendant des années. Monsieur Trump, il est dans un projet protectionniste, isolationniste. C'est-à-dire, quand on dit États-Unis, il faut différencier entre l'État profond qui met des bâtons dans les roues de la politique voulue par Donald Trump
et la politique de Donald Trump. Il faut dissocier les États-Unis. Maintenant, il y a… Oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Je rajouterai juste une chose, si tu permets, Sofiane, c'est que moi, je parie que cette politique isolationniste, notamment protectionniste, une fois que l'élection sera passée, elle va voler en éclats. Pourquoi? Parce que la confrontation, effectivement, sur le leadership avec la Chine. Et je pense que les États-Unis vont réinvestir un certain nombre de territoires, notamment l'Afrique. Faut l'anticiper. Moi, Farid, ouais. Moi, Farid, pour moi, M. Trump ne veut pas d'une Amérique omniprésente dans le monde entier. Il l'a bien expliqué durant sa campagne électorale du premier tour, durant le premier mandat. Ils lui ont mis les bâtons dans les roues. Tout le monde a parlé que dans l'impeachment. Et maintenant, on va savoir beaucoup qui était derrière cette falsification des dossiers et l'incarcération même presque de général Flynn et compagnie. Aujourd'hui, Donald Trump, il veut une Amérique forte, mais pas une Amérique omniprésente dans le monde. Et c'est pour cette raison, il est en train de donner des cadeaux, y compris à Israël. Le dernier cadeau que vient de lui offrir, et avec le départ de Pompeo à Tel Aviv, c'est d'accepter l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Et ça, c'est une volonté. Il a donné Jérusalem comme capitale, il n'y a aucun problème. Oui. Il ne peut pas faire mener de guerre à la place des autres. Moi, je te dis, on en reparlera. Du Moyen-Orient et de la politique et de la vision américaine de Donald Trump dans la région du Moyen-Orient. On en parlera après l'élection, une fois qu'il sera réinstallé. Et moi, je parie sur un changement de paradigme de Trump là-dessus. Pourquoi? Parce que le Made in America, c'est-à-dire le fait de se reconcentrer sur la population américaine, ça n'est que de la politique politicienne. La réalité, c'est celle-ci. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre, comme les Chinois, de rester chez eux. Ils sont obligés d'avoir un certain nombre d'actions un peu partout sur la planète. Et c'est pour ça, et surtout face à la menace pour eux de la Chine, du leadership mondial de la Chine, la vérité, c'est qu'ils vont rentrer, ils vont ressortir comme à une certaine époque, et ils vont réinvestir un certain nombre de territoires. Alors, un petit mot, les amis, parce que ça passe vite, très vite même, et que je sais que je dois libérer Sofiane. Il est 18h05 et que Besma Maghrebi arrive dans quelques minutes. Un petit mot sur l'Arabie Saoudite, où la situation est extrêmement compliquée, les amis. L'Arabie Saoudite, les habitants en subissent des conséquences. Première rente donc pour l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Aujourd'hui, il y a une crise mondiale du pétrole. Un cours qui s'est effondré. L'Arabie Saoudite invitée à réduire sa production. Et les habitants aujourd'hui qui sont confrontés, je disais, on a supprimé, je crois, les allocations, on a augmenté les impôts de manière considérable. On cherche une solution pour essayer de parer à tout cela. L'Arabie Saoudite qui est aussi sous pression par Donald Trump. Hein, on se souvient d'un coup de fil passé à MBS. Apparemment, c'était pas très sympa. Hein. Ça s'est passé à base d'insultes. Donc, Farid, quel avenir à court ou moyen terme pour l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il faut craindre un embrasement? Alors l'embrasement, s'il a lieu, il est potentiellement sur d'autres éléments. Mais là, sur ce que tu viens de dire, Christophe, je suis désolé, mais à mon avis, c'est pas du tout l'Arabie Saoudite qui va pâtir, notamment de la crise pétrolière. Alors qui va en pâtir? Pour une raison très simple, c'est que ces réserves de change, en fait, sont largement suffisantes. Je te dis pas que ça va durer éternellement, mais elles sont largement suffisantes. Là où tu as complètement raison, c'est qu'en fait, ils sont obligés de s'inventer une nouvelle économie non rentière, comme d'autres pays d'ailleurs, et effectivement, c'est leur rendre service. Maintenant, combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va être avec des conflits en interne? Ça, c'est autre chose. Mais je crois pas. L'Arabie Saoudite est, pour l'instant, financièrement, est relativement solide. La vérité, c'est celle-ci. Elle continue à vendre du pétrole. Bien sûr que le pétrole a chuté en termes de prix, mais la réalité, c'est que c'est elle qui fait la pluie et le beau temps sur le marché avec les Russes. La réalité, et les Américains, bien sûr, là-dessus. Donc, moi, je crois pas. Il y a une espèce de guerre, d'ailleurs, entre l'Arabie Saoudite et les Russes. Ils ont trouvé un accord. Oui. C'est autour de la table de négociation. C'est Trump qui les a forcés à trouver un accord. La réalité, c'est que comment on appelle ça? Et du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que l'Arabie Saoudite, à cause de cette crise avec les Russes, en fait, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de réfléchir, de faire de la prospective. Ils ont dit, voilà, nous allons récupérer une bonne partie du marché mondial du pétrole. Et la difficulté, c'est que ça n'a pas toujours fonctionné. Pourquoi? Parce que les Russes ne sont pas d'accord. Les Russes, eux, ont beaucoup plus à perdre que l'Arabie Saoudite, parce qu'ils n'ont pas les mêmes réserves de change. Et surtout, comme d'autres pays, ils sont obligés d'avoir un niveau de pétrole très élevé pour pouvoir s'en sortir. Moi, je pense à des pays qui ne vont pas s'en sortir, des pays comme le Venezuela, par exemple, qui est un des premiers producteurs mondiaux de pétrole, mais qui aujourd'hui ne pourra pas s'en sortir. Je pense plus à des pays
Alors. type Émirats Arabes Unis, Qatar, mais pas l'Arabie Saoudite. Très bien. Sofiane, pour finir, est-ce que tu partages l'optimisme de Farid? Non, non, non. Peut-être, je tiens à rappeler juste à Farid, il y a une information, il y a une loi qui a été passée aux États-Unis, c'est la loi GESTA, c'est en 2016, c'est la possibilité que les Américains ou les victimes de l'attentat du 11 septembre peuvent porter plainte contre les autorités saoudiennes. Et il y a 2 jours, il y a un journaliste d'investigation de Yahoo News qui a révélé que le FBI, par erreur, a révélé l'identité d'un diplomate saoudien, mais on sait pertinemment que c'est un jeu voulu par Donald Trump afin de pousser les Saoudiens à encore payer et payer les prix de la conséquence économique. Pardon? Non, mais ça, c'est une manière de pomper encore plus d'argent aux Saoudiens. Voilà. Mais ça va pas plus loin que ça. Les Saoudiens n'ont pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les Saoudiens sont passés de 11 millions de barils à 7 millions de barils. Ils ont réduit à 4 millions et ils ont un déficit. Aujourd'hui, les Saoudiens vont prêter presque 100 milliards de dollars au niveau du FMI. Même l'argent dont tu parles, les réserves, ils sont aux États-Unis. C'est pas Donald Trump maintenant qui va leur donner cet argent-là. Mais non, mais bien sûr que non, ça marche pas comme ça, Sofiane. Là, non, mais juste, j'essaie un peu de caricaturer. Les réserves de l'État d'Arabie Saoudite, les réserves financières, je parle, les réserves purement financières sont extrêmement importantes. Quand je dis extrêmement importantes, le seul fonds souverain de l'Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises, il avoisine les 500 milliards de dollars. Le seul fonds souverain, et on ne parle pas d'État à ce moment-là, tu vois. Oui. Bien. Alors là où tu as peut-être raison sur un élément, c'est que tout ça, c'est libellé en dollars. Et c'est le gros problème des Chinois, d'Arabie Saoudite, mais également des Chinois et du reste de la population, c'est que tout ceci est libellé en dollars. Donc effectivement, les États-Unis d'Amérique sont toujours en fait les vrais propriétaires de tout ça. Bon, merci. Et rappelez juste le contexte. Ouais, pardon. Vas-y, Sofiane, tu veux rappeler un contexte? Oui, le contexte régional. Mohamed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, il a été isolé au niveau familial, au niveau régional, et la guerre du Yémen. Et dernièrement, si vous avez vu, même les patriotes, c'est-à-dire les missiles anti-aériens qui ont été placés par les Américains, viennent d'être retirés, c'est-à-dire les Américains qui lèvent la main. Et lors de la conversation entre Donald Trump et Mohamed Ben Salman pour réduire immédiatement le nombre de barils, et a priori, Donald Trump l'a menacé. Il a dit que si je lève ma main, au bout de 2 semaines, votre monarchie ne restera pas debout. Et parce qu'il y a tellement d'ennemis à l'Arabie Saoudite, elle s'est fait beaucoup d'ennemis, que tout le monde veut s'assurer dans la région, y compris le Qatar et compagnie. Bien sûr, mais tu as raison qu'il y a beaucoup d'ennemis. C'est un peu caricatural à mon goût. La réalité, c'est que pourquoi en fait les États-Unis lèvent la main, c'est qu'en fait ils ont anéanti, sans avoir tiré un seul missile, ils ont anéanti l'Iran tout simplement. Et donc du coup, la menace iranienne est beaucoup moins importante aujourd'hui que dans le passé. Mais je peux te garantir. Mais bien sûr, encore un sujet de discorde. Encore un sujet Discord, là. Écoute, l'Iran, qui est une immense civilisation, et qui, effectivement, qui avait des velléités, je peux te dire qu'aujourd'hui, je parle d'un point de vue contemporain, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, en tout cas, mettra pas du tout à profit toutes ces menaces. Les Iraniens qui viennent d'envoyer un satellite militaire et qui ils ont dévoilé même des photos de centrale nucléaire d'Imona en Israël, et vous me dites que l'Iran est beaucoup plus affaibli. Jamais. Mais tu peux dire ce que tu veux. Ça s'appelle de la propagande. Ça s'appelle de la propagande ici ou là. On en a parlé notamment tout à l'heure. Tu es un propagandiste. Aujourd'hui, pour les Iraniens, ils ont le Hezbollah qui est à la frontière, qui est plus fort au niveau libanais. Ils sont au Golan, en Syrie, alors qu'ils voulaient créer un Kurdistan afin de mettre des missiles israéliens à l'approche de l'Iran. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui est à la frontière israélienne, et c'est pas le contraire. Sofiane, excuse-moi, on parle d'Arabie Saoudite. Tu me dis, les Américains ont retiré un certain nombre de missiles. Non, tu as parlé de l'Iran qui était faible. Non, mais bien sûr, tu as dit précisément que les Américains avaient retiré un certain nombre de missiles patriotes, effectivement, sur le territoire saoudien. Et moi, je t'ai dit, c'est une des raisons à ça, c'est qu'en fait, la menace purement, symboliquement, de l'Iran sur l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle est moindre. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, elle est moindre. La vérité, c'est quoi? C'est que lorsque le baril de pétrole est complètement à un prix catastrophique, les premières victimes, c'est également les Iraniens. Il ne faut pas se mentir, parce que le peuple... Juste, et je termine. En 2001, à partir des moments, l'invasion et la doctrine néoconservatrice afin d'anéantir l'Iran, ils ont voulu détruire l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran est très fortement présent en Irak, très fortement présent en Syrie, très fortement présent au Liban. Alors maintenant, me dire que l'Iran est affaibli après toutes ces années menées par les néoconservateurs, c'est vraiment ne pas voir la réalité en face.
Alors, Bon, j'ai jamais. voilà. Eh ben, vous ne voyez pas l'arrêté en face. Voilà, monsieur Tam Samadi. Ça, c'est pour vous. C'est l'Actari qui vous a glissé une petite pichenette pour faire Exactement. un qui a été d'une énorme qualité. Vraiment, j'ai kiffé. Hein. J'ai pas vu le temps passer et je pense que les auditeurs auditrices aussi. Et on vous invite, messieurs, à redébattre parce qu'il y a vraiment des vrais sujets de divergence. Et l'avantage de ce débat, c'est qu'il y a des vrais arguments qui sont établis et donnés de chaque côté, aussi bien du côté de Farid que de Sofiane. Vous connaissez votre sujet, les gars, et franchement, quand j'écoute ça, je suis particulièrement fier d'animer cette émission qui s'appelle Le Grand Forum. Merci, Sofiane. On doit te libérer. Merci, Christophe. Merci, Farid. Merci, Salam, Philippe. Sofiane. Merci à tous. Salam. Ouais. Et à très vite, Sofiane. Il faut que tu reviennes vite parce que t'es très demandé. Hein. Avec Farid, il suffit qu'il y ait un consul marocain ou tunisien qui s'attaque à l'Algérie, je viendrai. On a trouvé notre nouveau Zemmour Nolo. Voilà. Bon, je sais pas qui est Zemmour, je sais pas qui est Nolo. Attention, ça risque de virer à Je sais pas qui est. En tout cas, chose est sûre, on n'a pas perdu notre avocate préférée. N'est-ce pas, Maghrebi? Maître Maghrebi est avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, tout le monde. Très intéressant, dis donc. Hein. Ah oui, non, mais là, c'est de la haute voltige, c'est de la haute qualité, les amis. Oui, je tiens à vous le dire, bien sûr. Quand vous regardez les chaînes d'infos, dès qu'il y a une actualité importante dans ce pays, on vous ramène tous les spécialistes ou les pseudo-spécialistes. Nous, on rigole pas, nous. Voilà, on a des vrais spécialistes, voilà, qui argumentent sur des vrais sujets. Voilà. Merci encore à Farid et Sofiane pour ce grand débat de qualité. Alors, Maître Maghrebi, comment ça va? Bah, ça va très bien. Est-ce qu'on a repris le boulot un peu? Oui, on a repris, pas le choix, hein. On est obligé de reprendre. Donc oui, j'ai repris. Les tribunaux qui vont être surchargés parce que je rappelle que 63 plaintes ont été déposées pour l'instant contre le gouvernement. Ah bah écoute, moi les échos que j'ai eus, c'est que d'ailleurs je pense que ça va faire un scandale, hein, c'est que justement pour éviter les surcharges, il y a à peu près 40% des plaintes qui ont été déposées, je parle pas spécialement de celle-là, hein, mais 40% des plaintes déposées qui vont être classées sans suite. Donc on va rigoler. Ouais. Bon, Farid, il y a de quoi être inquiet là pour le gouvernement ou pas? Pour le gouvernement, oui, moi je pense que ça risque de partir en vrille à partir de septembre, très clairement, que ce soit les plaintes. En vérité, sur les 63 plaintes, Christophe, dont tu fais référence, il y en a une bonne partie, c'est des plaintes qui sont pas dignes d'être présentées, c'est-à-dire que c'est des courriers anonymes ou des courriers d'individus qui ne sont pas vraiment. Par contre, il y a des plaintes véritablement lourdes, notamment du personnel de santé, des médecins, etc., qui, à mon avis, elles, risquent de faire très, très, très mal. Ensuite, oui. Sur le gouvernement, moi, je pense, bon, Édouard Philippe va partir, ça, c'est une évidence. Oui, la vraie question, à mon avis, c'est comment ils vont gérer l'après-crise, et notamment la crise sociale qui va arriver. Et la crise sociale qui va arriver, à mon avis, elle va être d'une extrême violence. Et je pense que la rentrée, notamment de septembre, va être très, 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 très chaud. Bon, Maître Maghrebi, pour les auditeurs auditrices qui le souhaitent, là, c'est vrai qu'à chaque fois, on vous grappille du temps, hein, mais bon, vous allez retrouver votre émission bientôt après Ramadan, toute seule. Vous allez pouvoir, pendant 1 heure, répondre aux questions des auditeurs. Que je puisse avoir le temps de bien répondre aux auditeurs, parce qu'à chaque fois, on me pose des questions, on ne me laisse pas le temps de pouvoir bien leur répondre, et après, ils se plaignent. Je vois un petit peu les commentaires qui sont postés. Donc, sachez que c'est un exercice qui est extrêmement compliqué de pouvoir répondre en l'espace de quelques secondes à des questions juridiques, surtout quand c'est un domaine soit qu'on ne maîtrise pas, soit quand c'est un domaine nouveau, soit quand il y a besoin de recherche. Oui, bon, écoutez, je sais qu'à chaque fois vous y arrivez de manière... vous êtes brillante, donc voilà, il n'y a pas de souci, maître. 01 40 33 9000 s'il y en a un qui souhaite poser une petite question, ou en commentaire sur Facebook France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Allez-y, Maître Maghrebi. Le temps pour nous, et c'était bien ça l'essentiel, en tout cas, au-delà de répondre aux questions, de cette cagnotte que vous avez lancée avec l'Institut Éclantine pour le financement des corps en braille. J'ai vu que ça a bien décollé de manière spectaculaire, là. Oui. Là, en 4 jours, franchement, ça a bien... c'est vrai que c'est... Donc oui, on a mis en place, comme tous les ans, on met en place un challenge pour récolter des dons pour aider au financement de Coran en braille pour les personnes non voyantes, parce que là c'est un livre qu'on ne trouve pas en libre accès et il est très 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 compliqué de pouvoir. Je peux me permettre une question, Besma? Pourquoi bien sûr. Vous vous êtes intéressé justement au financement du Coran en braille pour les aveugles, parce que je ne crois pas que vous soyez aveugle vous-même ou que vous ayez un aveugle dans votre entourage, pas à ma connaissance.
Alors, c'est très simple. J'avais une amie il y a à peu près une dizaine d'années que j'avais, voilà, que je fréquentais très régulièrement et qui était très pratiquante, qui écoutait souvent le Coran et qui n'en avait pas. Et un jour, j'ai été chez elle et je voyais, je la voyais en fait assise à son bureau avec une feuille et une espèce d'aiguille et elle faisait des trous. Et c'est vrai que pour nous qui sommes voyants, c'est assez bizarre. Et donc je lui dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle me dit j'écris. Je lui dis comment ça t'écris? Elle me dit oui, je suis en train d'écrire, j'écoute le Coran et je suis en train de le retranscrire sur la feuille. Je lui dis mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi est-ce que tu n'en achètes pas? Et là elle me dit et là elle se met à pleurer et elle me dit écoute, j'en achète pas tout simplement parce que d'un j'en trouve pas et que même si je le faisais venir, j'arrivais à le faire venir de l'étranger, et ça coûte tellement cher que moi j'ai pas les moyens de m'en acheter un. Et là je lui dis mais pourquoi, ça coûte combien? Et donc à l'époque c'était 300 € le Coran en braille, c'est un énorme carton de 7 volumes. Et donc je me suis renseignée un petit peu et je suis tombée complètement par hasard sur des SMS en fait qui circulent. D'ailleurs ça circule toujours jusqu'à maintenant, qui circulent et qui demandent en fait aux personnes de s'inscrire sur liste d'attente pour pouvoir offrir un Coran en braille. Ouais. Et donc je me suis inscrite sur cette liste et 3 ans après j'ai été contactée par l'un des responsables de l'Institut Paris-Églantine qui m'appelle pour me dire voilà, vous vous êtes inscrite il y a 3 ans pour avoir un Coran, est-ce que je peux avoir votre adresse et je viens vous le déposer. J'étais tellement scotchée, il est venu chez moi, il m'a déposé un énorme carton et je lui dis mais vous venez comme ça et vous me le donnez gratuitement, vous me demandez rien. Il me dit non, la seule chose que je vous demanderai c'est la copie de la carte d'invalidité de la personne pour qu'on puisse nous justifier auprès de nos donateurs que le Coran a bien été donné à une personne non voyante. Et franchement j'ai été tellement bouleversée cet après-midi-là que du coup j'ai décidé, donc c'était il y a 7-8 ans, j'ai décidé moi aussi tous les ans de faire un challenge, donc de cotiser et d'essayer de récolter un maximum de dons pour aider au financement de Coran en braille. Et là aujourd'hui c'est plus 300 € le Coran en braille, c'est à peu près 200 €. Et je me dis que chaque tranche de 200 € qu'on aura récolté, c'est un Coran qui sera offert, sachant qu'il y a plus de 2600 personnes comment on fait, qui sont sur liste d'attente. C'est la cagnotte Cotise Up, hein? Oui, c'est ça. Donc, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Coran en braille, Coran au pluriel, Coran en braille. Et voilà, c'est sur Cotise Up, c'est assez simple. Vous y allez. Vous faites, alors, bougez pas, on reste en live évidemment. On salue nos auditeurs de France Maghreb 2 et tu vas saluer Besma, celui que tu vas bientôt retrouver, ton acolyte Medjed, qui va prendre la relève dans un instant. Et je vous donne moi un rendez-vous tout à l'heure à 19 h avec l'imam Bajrafil pour l'émission Par l'Islam. Et vous donne rendez-vous lundi sur France Maghreb 2 pour le LGF. Et on reste un petit peu en live, évidemment, sur France Maghreb 2 pour quelques minutes encore. Salut à tous. Ah oui, il faut que j'envoie le jingle. Bah oui, il faut envoyer le jingle. Mais bon, je pense que c'est bon, hein, t'as pas besoin. Il a dû envoyer la pub, Nabil. Alors. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Important évidemment de participer pour cette collecte de Cotise Up, évidemment. Alors, est-ce qu'on sait de quelle manière ça va être réouvert, ces tribunaux, les cabinets d'avocats? Je sais qu'il y a des cabinets qui ont réouvert, mais qui ne reçoivent pas pour l'instant de public. Comment ça se passe concrètement là, aujourd'hui? Là, on est dans un déconfinement un petit peu timide, hein. Oui, c'est assez compliqué parce que on doit, nous au niveau de nos cabinets, on doit mettre en place les mesures de sécurité qui sont nécessaires avec les distanciations. Donc là, c'est vrai que tous les cabinets n'ont pas réouvert. Ça commence petit à petit. Moi, je commence à recevoir des clients à partir de demain, mais voilà, je vais pas pouvoir les recevoir, oui, de façon. Vous travaillez samedi, Maître Maghribi? Oui, je vais essayer de les recevoir. Donc là, il faut faire des heures sup, là, il faut travailler, là. Non, c'est pas ça, c'est que je me dis que le samedi, il y a moins de personnes dans les transports en commun, donc ce sera peut-être plus simple pour elles de se déplacer. Ouais, donc voilà, je préfère fixer quelques rendez-vous le samedi et faire en sorte de pas les enchaîner comme on faisait avant. C'est-à-dire que quand on fixe un rendez-vous à 9 h, on n'enchaînera pas le suivant à 10 h, on va laisser un battement de 15 minutes pour avoir le temps de bien nettoyer, désinfecter et faire en sorte que les clients se croisent pas. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, on le fait. Et puis les tribunaux reprennent tout doucement. Donc on a les plannings là qui sont, les calendriers qui sont envoyés un petit peu au compte-gouttes. Donc ça reprend tout doucement, mais on n'est pas encore sur l'activité habituelle, quoi. Ouais, j'imagine. Farid, tu vois, Farid? Oui, je suis là. Voilà. Effectivement, on voit que ça a du mal à se remettre en place quand même tout cela, hein, cet exercice de déconfinement, que ce soit on parlait des tribunaux avec Besma Maghribi ou des cabinets d'avocats, mais
dans l'ensemble de la société, on voit que pour l'instant, s'il y a eu un avantage de tout cela, c'est le télétravail qui a explosé et a priori qui est bien apprécié et un outil bien utilisé et bien avantageux pour certaines entreprises. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est marrant parce que les Français étaient toujours très réticents au télétravail. Je parle des Français, les entreprises en tout cas. Et là, finalement, la crise va forcer tout le monde de l'entreprise, en tout cas, à se réinventer, et notamment dans les conditions de travail. Bon, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ça n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que tous les métiers ne peuvent pas faire du télétravail. Donc, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Ensuite, moi, je voulais une petite précision, puisqu'on a Maître Maghrebi. Les avocats vont faire partie du secteur d'activité qui va payer très cher, justement, la crise par rapport à la diminution des affaires, ou en tout cas la diminution de l'activité judiciaire au sens très large. Ils étaient déjà impactés par la nouvelle loi, notamment sur les retraites du gouvernement, si Maître Maghrebi probablement le dira, où en fait beaucoup d'entre eux, beaucoup de confrères à Maître Maghrebi, en fait se posaient la question est-ce qu'il c'était toujours intéressant ou non de continuer à être avocat, hormis, je parle pour ceux qui ne plaident pas, parce qu'en fait pour nos auditeurs, beaucoup d'avocats en fait ne plaident absolument pas. Donc du coup, beaucoup s'interrogeaient en se disant mais en fait peut-être qu'il faudra peut-être basculer dans le conseil, dans le consulting pur et simple. Économiquement, ça sera peut-être plus avantageux. En réalité, ça va s'accélérer parce qu'aujourd'hui, avec la crise, je pense que beaucoup de cabinets d'avocats, malheureusement… Oui, malheureusement, ne tiendront pas. Ouais, j'imagine, pour ce que vous voulez dire, Farid. Ouais. Tu partages, Besma ? Écoute, là c'est sûr que le projet de loi retraite a énormément impacté l'activité des cabinets d'avocats parce qu'on était en grève depuis le 5 décembre. Donc au moment où on a été obligé de fermer nos cabinets, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on était quasi à l'arrêt. Donc il y a tous les petits cabinets qui de toute façon allaient être impactés par cette réforme et étaient voués à disparaître. Écoute, les circonstances ont fait que les choses vont s'accélérer et qu'il n'y aura pas besoin d'attendre l'entrée en vigueur de cette loi qui n'est pas encore votée d'ailleurs, enfin qui n'est pas encore entrée en vigueur pour que les petites structures disparaissent. Il y a une enquête qui a été menée par le Conseil national des barreaux et ils en sont arrivés à un résultat qui est assez catastrophique puisque plus de 50% des avocats qui ont participé à cette enquête déclaraient fermer leur cabinet ou en tout cas envisager de fermer leur cabinet. Donc oui, la situation est très inquiétante, dramatique. C'est vrai que grève plus Covid-19, vous n'avez pas beaucoup travaillé quand même, hein? Non, du tout. On n'a pas du tout travaillé. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les avocats, c'est des professions libérales. Donc pour ceux qui sont pas salariés, là en tout cas, quand il y a pas de travail, il y a pas de ressources. Il y a rien. Les cabinets sont fermés, il y a rien. Et moi, je voulais rajouter une chose, c'est que quand ces métiers-là, en fait, sont en difficulté, et donc il y en a un peu moins, les premiers à être impactés, parmi les clients et parmi les victimes, justement, c'est les personnes les plus faibles. C'est notamment les gens qui n'ont pas les moyens, forcément, de faire appel. C'est la justice à deux vitesses qui… Exactement. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Qui est mise en place. Et là, nous, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer et qu'on dit et qu'on redit à chaque fois quand on avait des clients qui étaient pas contents qu'on fasse des demandes de renvoi ou qu'on n'aille pas plaider les dossiers, ce qu'on leur disait, c'est que les premiers impactés, c'est vous quand vous avez besoin d'un avocat à l'aide juridictionnelle. Mais où demain, un avocat pourra prendre un dossier à l'aide juridictionnelle où il va être payé 200 €, sur lesquels il va devoir payer la TVA, sur laquelle il va devoir payer 50% de charges pour bosser le dossier pendant 2-3 ans. Mais c'est juste impossible. Ne serait-ce qu'aller passer une journée au tribunal, je sais pas, moi, un exemple, au tribunal de police pour se voir faire un virement de 80 €, mais quel est l'avocat qui va accepter de faire ça quand derrière il a plus de 2000 ou 3000 € de charges à payer? C'est impossible. Exactement. Bon, ouais. Donc même avec la meilleure volonté du monde, les avocats ne pourront plus se permettre de le faire. Mais par contre, le gouvernement a un projet sous le chapeau qui sont censés nous sortir en décembre, qui est celui de créer des cabinets dédiés à l'aide juridictionnelle. Donc ce sera des avocats, on n'a pas encore très bien les modalités. Alors est-ce que ce sera des avocats salariés ou pas des avocats salariés? Mais en tout cas, il y aurait sur la place deux cabinets d'avocats qui géreraient tous les dossiers d'aide juridictionnelle. D'accord, ok.
À l'américaine. J'en saurais plus, mais À l'américaine, ouais, c'est ça, c'est à l'américaine. C'est ça, c'est à en fait. l'américaine. Hein. Ouais. Parce qu'à l'américaine, en fait, ça existe déjà aux États-Unis, où des cabinets très spécifiques qui ont un statut particulier et qui font de la défense, notamment des petits plaignants, des gens qui n'ont pas forcément les moyens. C'est une justice à plusieurs vitesses, il ne faut pas se mentir, qui est en train d'arriver malheureusement. Maître Maghrebi, pourriez-vous nous préparer pour lundi un petit sujet? oui, bien sûr. Bah, c'est ce que j'ai l'habitude de faire avec Parler Bah droit. oui, c'est pour ça. Avec plaisir. Bon, bah, Mais très bien. lequel? Par contre, en 10 minutes, ça va être compliqué. Hein. Non, mais vous allez faire un petit sujet rapide et puis on verra. Il y avait une question pour Maître Maghrebi. Hein. Ah bon? Ah bah, faut le dire, mon Philippe. En fait, j'ai vu une question passer, mais je pourrais pas Alors, répondre à cette question parce que j'ai besoin de faire des recherches et j'ai pas envie de l'induire en erreur. Alors, donc, c'est pour ça que je l'ai pas relevé. Est-ce que tu peux noter la question et on lui répond Est-ce qu'on lui répond lundi alors, Oui, Maître Maghrebi? bien sûr. Oui, Voilà, sans problème. très bien. Alors, c'est quoi la question? Puisque tu travailles jour de Shabbat et jour de Seigneur, alors allons-y, hein, yallah. Ouais, bah oui, je suis obligée. Hein. C'était quoi la question? La question, c'est bonjour maître, l'article L113-4 du Code des assurances stipule que l'assuré Déjà, il a stipule droit pas, il en dispose. Bah, je sais pas, moi. Non, mais il a écrit stipule, mais c'est juste pour corriger. On ne dit pas Okay, que. Alors, en cas de diminution du risque, à une diminution du montant de la prime, si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prenant effet 30 jours après la dénonciation dans le cadre du véhicule à usage privé. Pouvons-nous demander à notre assureur, en gros, si pour une raison X ou Y, tu considères qu'il y a moins de risques, bah, tu vois, ton véhicule, il sort pas, bah, du fait du confinement, par exemple, il y en a, pendant 2 mois, leur véhicule n'a pas bougé. Donc, moins de risque d'accident, donc tu payes moins de cotisations. En soi, là, pendant 2 mois, c'est les assurances qui sont gavées. Les garagistes ont pleuré. Les experts, ils ont pleuré aussi, mais les assurances, ils ont pourvu que le confinement il dure un petit peu plus longtemps. Et donc, du coup, si donc, l'assurance... Besma répondra lundi à cette question. Lundi. Voilà. Lundi, vous y pensez, Maître Maghrebi. Attention, hein. Oui, bien sûr. Bon. Et je précise que le gouvernement n'a pas voulu, pour l'instant, mettre de côté sa loi dissimulant l'interdiction de dissimuler son visage. Hein. Non, donc, pour l'instant, non. C'est tout non, mais ça pose un problème, cette histoire. Je suis désolé. Hein. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, je vous l'accorde. Mais pour le coup, là, il y a difficulté dans la loi. Vous avez un côté. Pas du tout, mais pas du tout. Mais si, mais arrêtez. Il y a une difficulté dans la loi, puisque la loi t'interdit de te dissimuler le visage. Et pour le coup, tu prends une amende de, je crois, 125 €, un truc comme ça. 150. Ouais, 150. Alors, par contre, on t'oblige à porter le masque dans les transports sous peine d'une amende de 135 €. Pardon, mais comment faire pour appliquer la loi là? Non, mais là, en fait, si tu veux, pour l'instant, en tout cas par rapport à ça, bon, il y a un débat, mais il y a le principe de la hiérarchie des normes qui s'impose. À savoir qu'on a une loi qui interdit de dissimuler le visage, et pour l'instant, la mesure qui prévoit de porter l'obligation de porter le masque, on sait pas exactement ce que c'est. Elle est pas du tout entrée en vigueur parce que la loi, il faut qu'on ait une loi d'habilitation. Dans les transports, c'est en vigueur, n'est-ce pas? Mais la loi d'habilitation, elle n'est pas arrivée encore, donc elle est contestable. Pour l'instant, juridiquement, celle qui fait foi et qui a le plus de force, c'est la loi qui interdit la dissimulation du visage. Donc, ça veut dire que si j'ai pas envie d'être dans l'illégalité, je ne porte pas de masque. C'est tout. Bah, disons que si tu portes pas de masque et que tu te fais condamner, tu as la possibilité de pouvoir contester. Donc, tu vois le bordel, Farid. Tu disais non. Bah si, c'est le bordel juridiquement. En fait, je pensais que tu faisais référence à une autre loi sur la dissimulation du visage. Je fais référence à celle de 2010, moi. Oui, c'est ça. Mais celle-ci, en fait, elle est déjà prévue, en fait. Parce que dans son article, il y a un des articles qui prévoit qu'en fait, il y a des raisons de santé ou des motifs professionnels. Donc, du coup, en fait, elle est déjà. C'est pour ça qu'en fait, elle n'est pas en contradiction. Ça, c'est contrairement à ce que les gens ils peuvent imaginer. La loi de 2010, en fait, elle prévoit déjà la possibilité d'offrir la possibilité de ne pas s'appliquer quand il y a des raisons sanitaires. Donc, du coup. En fait, pour moi, je ne vois pas la distinction. Effectivement, ça change tout. Christophe, vu que c'est un sujet qui t'intéresse tout particulièrement, parce que ça fait 2 fois que tu l'abordes, si tu veux, je peux essayer d'approfondir la question et parler de ça. Bien. Exactement. Je me souviens plus de l'article. Ça sera plus. Voilà. Je me souviens plus de l'article, mais il y a un article qui le prévoit, en fait, pour les risques sanitaires. Non, mais pour ça, vous savez pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que je me suis senti mal il y a 2 jours.
je suis parti dans une administration française et effectivement, je n'avais pas de masque. J'en ai jamais mis. Voilà. Parce que j'ai respecté scrupuleusement le confinement. Je suis resté confiné en famille à la maison. Et je suis sorti pour la première fois dans une administration il y a 2 jours. Arrivé sans masque, j'avais l'impression d'être un pestiféré. Mais monsieur, vous n'avez pas de masque, c'est un scandale. Mais... Je dis, bah oui, d'abord, si vous auriez fait votre métier, c'est-à-dire votre service en tant que mairie, c'est d'avoir distribué des masques aux habitants, chose que vous n'avez pas fait. Vous l'avez fait dans des bureaux de vote où vous avez fait un score minable. On se demande pourquoi. Donc voilà, si vous voulez, je me suis senti tellement mal, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? D'ailleurs que moi, aujourd'hui, je considère que j'ai pas besoin de masque. Et au-delà de ça, je ne supporte pas. Je vous dis honnêtement, j'ai mis pour la première fois de ma vie un masque. C'est insupportable, hein. Vraiment, j'ai du mal à supporter. J'ai l'impression d'être oppressé, c'est étouffant. Enfin, c'est très compliqué. Je me mets à la place de ceux qui doivent le porter toute la journée au travail. Franchement, je vous accorde tout mon respect. C'est très compliqué, très difficile. J'ai pas cette patience, malheureusement. Et c'est pour ça que ce sujet me tient particulièrement à cœur. Christophe, si je peux me permettre, en fait, le masque, en fait, il est conseillé à le mettre pour ceux qui sont souffrants, en fait. Oui, en plus, ouais, bien sûr. En fait, les gens, bon, tout le monde le met. Après, tu peux l'être sans le savoir aussi, Farid. Je suis complètement d'accord. Symptomatique. Il faut. Moi, je pense que malheureusement, c'est une nécessité aujourd'hui pour limiter, en tout cas, la propagation du virus. Maintenant, ce qui est ouf, c'est que en fait, les Asiatiques, eux, le mettent depuis maintenant plus de 10 ans, sans problème. En France, en fait, on n'a jamais voulu en entendre parler. Et là, d'un coup, tout le monde s'y met. Bon, c'est un peu bizarre. Cette question des masques, de toute manière, est pour moi un gros problème parce que tout le monde n'en a pas. Il y a des masques qui ne sont pas forcément aux normes. Il y a des masques qui coûtent affreusement cher aujourd'hui. Et si je ne dis pas de bêtises, apparemment, un masque a une durée de vie pour son efficacité de 4 heures, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 4 heures. Donc, ça suppose quand même, pour ceux qui travaillent, d'avoir au moins 2 masques dans la journée de travail, sans compter le fait de venir au travail, donc ça fait un 3e, le fait de repartir, ça fait un 4e, ça fait 4 masques potentiellement par personne pour les gens qui travaillent. Ça fait beaucoup. Et moi, je trouve hallucinant. Alors, du coup, vous allez prendre pour un emmerdeur, mais moi, je trouve hallucinant qu'on n'ait pas limité le prix des masques, notamment dans les grandes surfaces. Je trouve hallucinant qu'aux pharmaciens, on leur dit c'est maximum 97 centimes, si je ne dis pas de bêtises, mais dans les grandes surfaces, vous pouvez y aller, sans problème. Et donc, du coup, vous avez tout un business qui se met en place pour ces choses-là. C'est encore une fois la gestion de la crise. C'est de l'amateurisme le plus complet pour moi. Exact. Alors, par exemple, pour Maître Maghrebi, qui a un cabinet d'avocats, il va falloir un sacré stock de masques, hein. Il va falloir un sacré stock de masques, un sacré stock de gel, il va falloir un sacré stock de désinfectants. Ouais. Mais oui, et après, bon, bah, c'est normal, hein, c'est pour assurer la sécurité des clients, mais aussi notre sécurité à nous aussi, parce que voilà, il y a pas, voilà, c'est tout le monde est concerné. Donc oui, ça va coûter, ça va coûter. Ouais, bon. Encore des sous. Bon, on termine évidemment comme il se doit cette émission. Farid, la semaine dernière, tu nous disais que madame avait préparé une paella. J'espère qu'elle était bonne. Elle était extraordinaire. Quel est le programme pour ce soir, mon Farid? Franchement, à part, je sais qu'on a de la harira au programme ce soir, ça c'est sûr. Bien sûr, obligatoire. Et je suis pas encore au courant de ce qu'il y a pour la suite, pour être honnête avec vous. D'accord, très bien. Bon, c'est déjà pas mal. Besma, Maître Maghrebi, faites-nous rêver une bonne fois pour toutes. Je vais dîner une entrecôte. Là, bravo. Là, je t'en reconnais, Besma. Je change ce soir. Ah, super. Mais l'entrecôte, attends, tu l'as cuit comment? Saignante ou à point? Non, saignante. Là, franchement, Besma. Là, je te respecte. Là, vraiment, t'as tout mon respect. T'as retrouvé tout mon respect d'un coup, là. Paf! Tu vois, c'est revenu direct. Mais t'inquiète, la soupe aux lentilles va pas tarder à revenir. Mais tu sais que j'ai appris que la soupe aux lentilles, c'était notamment les Syriens qui mangeaient cette soupe aux lentilles pendant Ramadan. C'est une spécialité syrienne. Mais tu savais pas que j'avais au Liban aussi d'ailleurs, ils font. Oui, absolument. Ils font ça. Et que moi je suis très attachée, tu sais, aux Syriens et aux Libanais. Oui, bien sûr. oui. Trop forte. Bon appétit avec ta super bonne entrecôte. J'espère que tu l'as bien choisie, qu'elle est bien tendre et que tu vas te régaler. Non, je pense qu'elle va être magnifique. Bon, elle sera extraordinaire.
Même extraordinaire. En plus, c'est important de manger un peu de viande rouge, c'est très important. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'au moment où je vais manger et au moment où je vais commencer à manger mon entrecôte, je vois la cagnotte, tu vois, des Corans en braille augmenter et monter d'un coup. Inch'Allah. Et la cagnotte. Là, elle ne pourra être que fabuleuse, mon entrecôte. On rappelle la cagnotte, elle s'appelle Coran en braille. Coran en braille, Coran au pluriel, en braille, et voilà, chaque don compte, s'il vous plaît, je compte sur Allez-y, la zakat fait, la zakat med. Surtout qu'on est dans les 10 derniers jours, donc vraiment là, c'est la fidia, pour ceux qui n'ont pas gelé. Voilà. Il ne faut pas hésiter, c'est voilà, même tous les soirs un petit peu, et faites circuler au maximum autour de vous si vous ne pouvez pas participer, même si vous pouvez Exactement. c'est très important. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Mon Philippe, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Yes. Ah, bah, tu sais que moi, je suis végétarien, donc il n'y aura pas d'entrecôte, tu sais, d'animaux qui ont été élevés en masse, comme ça, sans pouvoir voir le jour. Enfin, tu vois, ça n'existe pas. Non, je ne sais pas culpabiliser, mais moi, je suis ouais, mais bon, quand même. Non, mais mes enfants, moi, ils mangent de la viande quand ils seront en âge de pouvoir faire leur choix, ils font leur choix. Laisser le libre choix, c'est super important chez nous. Mais moi, je crois que j'ai concombre, tomates et betteraves, un truc de genre. Et sinon, j'ai de la soupe aux légumes. Ah, j'ai de la soupe aux légumes hier. Non, mais c'est pas ça. C'est que, je peux manger les légumes crus. Les légumes cuits, hormis les haricots verts, les lentilles, etc., hormis certains, les flageolets, les haricots blancs, tu sais, les trucs qui te réveillent bien, il n'y a pas de souci. Les autres, j'ai un petit peu plus de soucis. Et donc, hier, je me suis fait une barquette de légumes à la vapeur parce que je suis en rééquilibrage alimentaire aussi. Quand j'ai ouvert, j'ai dit, c'est juste pas possible. Cette odeur m'a imprégné le cerveau et donc, par contre, je l'ai supporté. C'est joliment dit. Ouais, c'est bien, les légumes, c'est magnifique. On a un auditeur qui nous a laissé un message, Arsène, il dit, je ne mange rien, quelqu'un peut-il m'inviter? Bah, s'il a envie de manger des légumes, Philippe, hein. Bah, t'es bienvenu, marhaba. Non, ou même si t'es pas loin d'Orly, écoute, t'es le bienvenu à la maison. Mais chez nous, on jeûne pas. C'est à emporter. Il a dit même si c'est à emporter. Comment ça, c'est emporté? Tu crois que j'étais malade ou quoi? Je crois que t'es dans un drive. Il a dit, je mange rien, quelqu'un peut-il m'inviter même si c'est à emporter? C'est quoi? C'est quelqu'un qui a des difficultés? C'est quoi? C'est Hassen. Bah, je sais pas, il s'appelle Hassen. Il vient de poster ça sur. Alors, Hassen, blague à part, je sais pas où tu es. Dis-nous où tu es et forcément, il y aura une demeure qui pourra t'accueillir ou t'offrir le repas. Rendez-vous demain soir pour la libre antenne 22h sur France Maghreb 2 sur Christophe Le Grand Forum, pardon, avec Philippe Bourriaki. Non, pas demain. Ah bon, demain, non? Ah non, Shabbat, j'ai oublié. Shabbat. C'est pas demain. Non, pas demain. Vraiment. Donc, très bien. Passez donc un bon week-end, mes amis. Farid, bon week-end. Besma, bon week-end avec lundi. Merci. Plein de projets et plein de nouveaux trucs. Tu te renseignes donc sur cette fameuse loi et sur la question de notre auditeur. D'accord? Ça marche, avec plaisir. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end. Bon week-end à tous. Salut. Philippe. Besma, ne coupe pas, j'ai une question pour toi juste après. Vas-y. Ciao tout le monde, bon week-end. Le Grand Forum avec Christophe Roux.